Bienvenue au podcast en deux chaises de métal, le podcast animé par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte, TG Holiday. Oh, WrestleMania. WrestleMania, le rétro review, votre rétro review, le dernier pour cette année. On a fait WrestleMania 5, un beau succès. Vous avez beaucoup aimé WrestleMania 5 sur les réseaux. Donc, merci pour ça. Merci pour l'amour. Puis c'est vrai que c'est un bon... le show en tant que tel, c'est pas le meilleur show, mais j'ai bien aimé notre discussion par rapport à WrestleMania 5. C'est intéressant. Oui, tant de fun de jaser de lutte anyway en partant. Fait que quand c'est rétro en plus, c'est encore mieux. Ouais. Fait que, on va finir ça cette année avec WrestleMania 13 du côté des rétro reviews. Évidemment, si vous nous écoutez sur YouTube, vous voyez le thumbnails avec Bret Hart contre Austin, le fameux double turn. Le submission match. Ouais, un des très bons submission match, puis un des très bons matchs tout court de WrestleMania en général. Ouais. Puis, c'est pas top 3, c'est pas loin. Top 3 pour vrai? Ben oui, Chris, come on. Top 3 des meilleurs matchs de Mania? Ben, si ce l'est pas, c'est 4e ou pas plus que 5. Non, mais je dis pas ça dans le sens que c'est pas bon, là. Je dis ça dans le sens qu'il y a eu des bons matchs à Mania, là. Ben oui, mais ça reste ce match-là, il est bon, là. C'est un des meilleurs matchs ever, pareil, là. À part les deux matchs de Taker, Sean, puis... that's pretty much it. Comme mon top 3, c'est ça, là. Pretty much. Même pas les Angle, Eddie, HBK, Angle. Il y a Savage Steamboat. Il est là-dedans aussi. Pas mal ça. Si t'inclus tout l'engouement, la storyline du match, puis tout, le Macho Man contre Warrior, c'est là-dedans aussi. Macho Man contre Warrior ou Hogan contre Warrior? Non, Macho Man contre Warrior avec l'affaire d'Elizabeth après, là. Ah, ok. Ouais. Ben, un jour, on le fera, notre top 10 des matchs de WrestleMania, maintenant, on fera ça. Parfait. Mais oui, c'était un excellent match, puis c'est probablement l'un des... pas probablement, c'est le match qui a un peu sauvé la note, puis le encore une fois, c'est littéralement un one-match show, là, comme WrestleMania 5 qu'on a reviewé la semaine passée. Ben, moins que WrestleMania 5. Là. WrestleMania 5, au moins, il y avait d'autres matchs intéressants, là, tandis que celui-là, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Pour vrai? On avait donné combien à WrestleMania 5? Je me souviens pas. Genre 5.5, genre 6 max. Okay. Ouais, je pense qu'on était plus dans le 5 que dans le 6, par exemple. Je pourrais checker si tu veux, là, pour être certain de dire qu'est-ce que je dis que c'est véridique. Là. Mais moi, j'ai les 5.5 en tout cas. Parfait. Bon, ben pendant que tu regardes ça, évidemment... J'ai regardé, c'était ça. OK. C'est 5.5 les deux? Ben, ça, je sais pas, j'ai pas vu. Je sais pas ce que tu as mis. Je l'ai pas mis encore sur Facebook. Ah, OK. Ben, sinon, ben, évidemment, il y avait d'autres rendez-vous. Il y avait WrestleMania 5, on a eu à travers la table avec Vlada et la chronique de Mary Lee Rose, gimmick et costume, qui était excellente. Très, très bonne chronique. On a eu beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir avec Vlada aussi. Une personne timide qui s'est déchaînée, puis on a eu vraiment du plaisir à découvrir. Ouais, vraiment. Bien de l'avoir encore en live. Et évidemment, la grosse nouvelle qu'on vous a annoncée en primeur et aussi sur les réseaux sociaux cette semaine, c'est qu'à travers la table, mardi 20h30, live sur Twitch, Facebook et YouTube, nul autre que la légende, le commentateur, le maire et celui qui devrait être notre ami, celui qui devrait être au Hall of Fame, M. Raymond Rougeau, va être avec nous autres en live. Ça, c'est hot. Ça, là, Raymond, là, on a tellement un grand respect pour Raymond. Oui, en tant que lutteur, mais il a bercé notre enfance en tant que commentateur, puis c'est un chic type on and off cam. Puis on l'a eu, évidemment, 2 ans à peu près au podcast, puis à cette époque-là, on n'était pas... on n'était pas à GPW en tant que commentateur. Fait que là, on a l'optique de plus qu'on veut en apprendre encore un peu plus de lui. Fait que ça va être le fun de découvrir ça avec vous autres aussi. Là. Ouais. Puis, tu sais, je suis un peu content parce que, veux pas, on a tellement écouté de lutte. On a tellement écouté de lutte dans notre vie. On a tellement eu des commentateurs qui nous ont influencés, dont Blondin, dont Raymond, dont Jean Brassard. Régent Rougeau. Je voulais dire Jean puis Raymond en même temps, Régent.
Fait que, tu sais, on aurait pu facilement tomber dans l'imitation. Puis je suis content qu'on a réussi à s'éloigner de ça puis à avoir notre propre couleur au podcast. Tu sais, oui, TJ quand les mots en français, ça, c'est quelque chose qu'on voulait faire parce que c'est une belle marque de commerce pour. Tu sais, de temps en temps, il va en anglais, mais je veux dire, c'est une belle marque de commerce pour annoncer de la lutte au Québec. Je pense que c'est important de garder l'aspect français. Puis ça, on va en parler avec Raymond justement mardi à travers la table, mais on va avoir d'autres personnes à travers la table, évidemment. On va avoir un collaborateur, André Beaupré, qui va faire son retour à travers la table cette semaine comme commentateur, puis d'autres surprises. On a un gros show. Puis on va vous annoncer aussi en primeur déjà l'invité de la semaine d'après, parce qu'on a pre-tape. C'est dans la boîte, on l'a pre-tape. Parce que, évidemment, question d'horaire, c'était difficile de le faire live, mais on voulait absolument avoir cet invité-là. Donc, on va vous l'annoncer mardi à travers la table en début d'émission. Donc, soyez là. Puis, évidemment, WrestleMania 13. Aujourd'hui, mon cher TJ, the floor is yours. Oui. Avec qu'est-ce qu'on fait d'habitude au début des reviews? Qu'est-ce qu'on met comme segment? Ben, on met toujours une petite musique de détente. Détente et relaxation, on peut dire ça comme ça. Avec le segment que vous aimez tous, que vous redemandez à tous les podcasts qu'on fait. Dans la vraie vie! Avec, évidemment, ce qui se passe dans la culture populaire de l'époque. Le 23 mars 97. Mon cher ami, comme d'habitude, on part le bal avec un... Quelle était la chanson numéro 1 en Amérique du Nord? 97. Ça, c'est une année... on était en 5e année, peut-être. Fait que je vais dire... on va dire Ricky Martin. C'est une autre chanson que tu veux lancer comme titre? Living la Vida Loca. Et non, c'était Wannabe des Spice Girls. J'étais pas loin. Kinda? Ouais, mettons. Bref, chanson numéro 1 au Québec. Oh, ça c'est un groupe masculin sûrement, non? Non, c'est une chanteuse européenne. Ben Lara Fabian, mais je connais pas ses chansons. Tu sauras pas de ça. C'est Yumana de Lara Fabian. Lara Fabian, là, toute une femme, elle est très jolie. Je l'adore. Même aujourd'hui, là. Elle a encore. Oh oui. Ouais. Swing. Film numéro 1 au box-office maintenant. 1997, mois de mars, box-office. 97. Ouais. C'était-tu dans ces années-là? C'était l'autre année d'après. Je vais dire Godzilla. Et non. C'était Star Wars, le retour du Jedi, édition spéciale. Dans la catégorie que t'as jamais. Jeux vidéo sorti alentour. Star Fox. C'est un bon guess, mais non. C'est Tekken 3 au PlayStation 1. Ah. Tu joué à Tekken? Oui. Ok. Oui. C'était un bon jeu, t'aimais ça? Hey, moi, à chaque fois que on parle de jeux vidéo, je me mets à penser à tous les jeux que j'ai ici et que je joue pas, puis je capote à chaque fois l'argent que j'ai perdu. Ouais, 80$ pour en faire du jeu 2 fois avec, là. D'ailleurs, j'ai pogné, précommandé le nouveau South Park aussi. Ça n'a aucun sens. C'est beau à de l'argent, hein? Ah, il est 30$ cette année. Il est pas cher. Ah. Il y a ça. Je vais l'emmener à Philadelphie à Switch. Tu vas pouvoir jouer dans l'auto. Fait que c'est moins chiant si... En tout cas, peu importe. Ouais, c'est ça. Bref, dans le monde du sport, je vais le dire. Pourquoi? Parce que c'est un genre de record, mais... Pas quelque chose que tu pourrais dire off the top of your head de même. Ah, c'était ça qui est arrivé. Le joueur des Devils New Jersey, Dave Andreychuk, est devenu le 26e joueur de la NHL à marquer 500 buts dans la NHL. Ouais. Porte-couleur des Devils, a joué aussi pour le Lightning de Tampa Bay, entre autres. Il a gagné la coupe là-bas. Exact. Et voilà. Et sur le WF Magazine du mois
de mars 97, on a Ahmed Johnson. Est-ce qu'un homme peut combattre une nation? Et on va voir ça ce soir parce qu'il y a un match avec justement lui qui doit être dedans. On va voir ça tantôt. Et évidemment aussi, deux petits trucs rapidement avant de procéder au rétro-review officiellement. Évidemment, dans les journaux de l'époque, dans Chicago, voici ce qu'il y avait dans le journal, dans le fond. La brochure. L'advertisement, le petit commercial qu'il y a dans les journaux qu'on voit pour annoncer les shows qui s'en viennent. Fait que on voit Sid et Taker dessus. Il est beau, celui-là, je trouve. Ouais, il est vraiment hot. Je trouve que c'est bien fait, ouais. Ouais. Je dirais que c'est comme un peu la porte du Shining, là. C'est vrai. Puis surtout avec Sid, là. Ouais, Sid, c'est parfait, là. Et pour terminer officiellement l'avant-goût, voici le VHS de WrestleMania 13. Il aime ça, hein? Il aime ça braguer ses VHS, hein? Tu parlais de braguer, toi? Tu fais bien, voilà, c'est beau. Il est beau, par exemple, celui-là. Oh, il est nice pour vrai. C'est un beau VHS qui joue en arrière de moi en ce moment, comme vous pouvez peut-être voir sur... Pourquoi tu ris? Ça me fait rire. C'est tout. Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Il joue en ce moment à l'arrière de moi. C'est vrai? Non, c'est correct. J'ai mis un autre tape pour faire comme s'il n'était pas vide, mais il est là dans mon VHS. Pardon? C'est pas le même dans boîte en ce moment. Ben, c'est parce que celui qui est dans boîte, d'habitude, il joue. C'est quoi qui est dans boîte? C'est Hottest Matches en français, avec Guilloré et Édouard Carpentier. Avec notre ami Santana. Donc voilà. C'est bon. C'est qui conclut dans la vraie vie. Merci d'avoir participé. Excellent. Tu vois que 97, je suis un petit peu meilleur. Je suis plus proche. Ben ouais, c'est normal aussi, là. Crime mané en 1989, c'est un peu plus loin, là. Ouais. Alors voilà. WrestleMania 13 a eu le 23 mars 97 en direct du Rosemont Horizon, maintenant le All-State Arena de Chicago, dans le fond de Rosemont, dans la banlieue de Chicago. Le spectacle est une présentation de Sony PlayStation. Et WrestleMania 13 a été acheté par 237 000 foyers qui ont loué le pay-per-view. Le plus bas de l'histoire dans l'histoire de WrestleMania jusque-là, malheureusement. Et à noter que la World Championship Wrestling a présenté un pay-per-view la semaine d'avant, uncensored, ce qui n'a sûrement pas aidé, j'imagine, pour ceux qui choisissaient un ou l'autre. Fait que voilà. Et dans le match du free-for-all, gratuit pour tous à la télévision, 30 minutes avant le gala, Billy Gunn a eu le dessus sur Flash Funk après un DDT tornade après 7 minutes et 5 secondes. Puis je sais que tu annonces tout le temps au début du gala les commentateurs et tout ça. Mais je sais sûrement que tu l'avais, mais fun fact, c'était le dernier pay-per-view de Vince McMahon aux commentaires, mon cher. Ben, le dernier WrestleMania, là. Dernier WrestleMania, oui, exactement. Ouais. Ben, pay-per-view. Alors, en fait, pay-per-view, je pense pas qu'il retournait après dans un pay-per-view. Pas mal sûr qu'il était dedans. Pas mal sûr que oui. In Your House, sûr qu'il était dedans. Ben, me semble, là. OK. Vérifier. À voir. Pas mal sûr qu'il en a fait au moins un à part ça. OK. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas parlé de ça tantôt dans l'intro, j'ai pas parlé de ça aujourd'hui à travers la table, pas à travers la table, dans la vraie vie. Mais, après le review, j'ai une annonce à faire. Oh yes, bébé! On va adorer ça, vous allez voir, vous allez capoter, mais on va faire ça après le review. Qui va capoter? Toi et ta TV en arrière ou tout le monde? Non, moi puis le monde qui aime ces affaires-là. C'est beaucoup plus de monde qui aime ça que tu penses, OK? Fait que moi, j'aimerais pas ça. Ben, tu vas aimer ça, mais tu vas choisir pareil, même si t'aimes ça, je te connais. Bon, il va nous dire qu'il va faire des notes sur chaque attailleur. Je te l'ai déjà dit, là, que c'était pour être quoi, mais tu t'en rappelles pas. C'est mieux, dans le fond. Parfait. Pour l'intro du début, on a le retour du gars qui fait la narration avec des images de dernier WrestleMania et des gros joueurs du gala de ce soir. Et comme d'habitude, comme à l'accoutumée, voici la traduction. Oh non. Ça, c'est le fun de faire ça. C'est long, on a aussi de transcrire ça comme fou. Bref, c'est traditionnellement la plus grande soirée dans la Fédération mondiale de lutte. WrestleMania, le gros spectacle, le grand papa du sport divertissement. Une nuit magique où des rêves deviennent réalité, où des légendes deviennent d'immortels, où des actes incroyables d'athlétisme sont bien ancrés dans les annales du temps. Mais cette année, une tempête d'utopie étouffe les procédures.
Cette année, des nuages de haine et de colère ont éclipsé les cieux et mis de la noirceur vers les dieux. On a regardé comme nos héros ont descendu de leur piédestal. On a vu des attaques malicieuses par une nation dépravée. Été témoin d'un regard ténébreux d'une force anciennement bienveillante. Ce soir, 3 hommes déterminés s'unissent pour la guerre contre une nation malsaine. Leur champ de bataille, les rues froides et intraitables de Chicago. Ce soir, 2 géants sont prêts à se débarrasser de leurs armures nobles pour embrasser leur côté sombre pour posséder l'or tant convoité. Et ce soir, 2 jeunes hommes fâchés destinés pour se détruire un et l'autre vont endurer de la douleur inimaginable dans un match de soumission. C'est WrestleMania, la vitrine des immortels, le plus grand soir dans le divertissement sportif. C'est supposé être une célébration, un temps de réjouissance. Mais ce soir, aucun de ces hommes sourit. Voilà! Et maintenant, WrestleMania 13! WrestleMania! C'est le fun de faire ça, j'aime ça. Ça prendrait. Il découvre des nouveaux mots en plus en faisant ça. Ça prendrait un genre de petite musique dramatique en arrière. Ben, je vais. Si tu me connais pas, si, c'est sûr qu'on va faire ça. Je te connais pas, non, en effet. T'es qui, toi? Pourquoi t'es là? Attends, je vais aller chercher qui Okay. fait ça pour elle. Il s'en vient, il s'en vient. Mais non, c'est bien que je vais le faire, Esti. J'ai déjà pris ça dans ma tête déjà. Nos commentateurs ce soir sont Vince McMahon, comme on l'a mentionné tantôt, Jim Ross et Jerry the King Lawler. Et on est prêt pour le match numéro 1. Les Godwins avec Hillbilly Jim, c'est ton cue ça mon jeune homme, contre les Headbangers, contre les nouveaux Blackjack, contre Doug Furnas et Philippe Lafont. Un combat 4 coins par élimination pour les titres d'aspirant numéro 1 au titre par équipe à Raw le lendemain pour le combat de championnat qu'ils vont avoir. Ils présentent les... Oui, vas-y. Ben, j'allais dire beaucoup de personnes que j'aime dans ce combat-là. Les Headbangers, les Godwins, 2 équipes que j'aime. Et surtout, les Blackjack. Et qui? Barry Windham, le nouvel inductee avec Mike Rotunda. Yes! L'oncle à Bray Wyatt. Je te dis, s'il y a ces deux-là puis il n'y a pas Lex Luger, moi, je suis pas content. Lex Luger est à la AEW, mérite pas l'étoile à la fin. Non, il était à AEW parce qu'il avait donné la permission d'y aller voir son... Eh oui, je sais. Il était à The Bomb, puis il en a parlé. Certain. Et puis, avant, il présente aussi les commentateurs espagnols et bien sûr nos collègues et amis Raymond Rougeau et Jean Brassard. Hey, salut Raymond! Toujours le fun de les voir popper quand tu check un vieux pay-per-view. Ouais. Et on nous montre des vieilles images de Blackjack Mulligan et Blackjack Lanza, les Blackjack originaux. Des images datées de août 1975. Et ça transitionne en interview temps avec Todd Pettengill et le nouveau Blackjack, Bradshaw et Windham. Et Windham dit que ce soir, ils vont être victorieux. Et comme dans la tradition des Blackjacks, et après, on va être les prochains jours par équipe de la WWF. Mettez-vous en ligne. Venez vous en chercher parce que les Blackjacks roulent à nouveau au termine Justin Hawk Bradshaw. Puis c'est un jeune Bradshaw à l'époque, là. Il était pas méconnu, là, parce qu'il avait déjà fait quelque chose, mais il était vraiment dans les débuts. Puis j'aime ça. Quand je regarde des rétro-revues, j'aime ça qu'on ait des vieilles gimmicks parce que, tu sais, les Blackjack, moi, j'écoutais pas la lutte à ce moment-là, c'est trop vieux. Fait que le fait que de parler de ça puis de faire des nouveaux Blackjack, ben ça fait en sorte que ça a déjà existé avant. Fait que tu vas voir un peu à l'époque qu'est-ce qu'il y avait, puis ça te permet de connecter avec l'histoire que tu connaissais pas. Fait que même quand ils font ça aujourd'hui, puis que des fois ça va nous gosser, mais pour une nouvelle génération, c'est toujours le fun d'introduire ça pour connaître la plus vieille lutte après. Là. Parce que le trouble là-dedans, c'est que souvent quand ils font de quoi qui est marqué, ils disent nous dans le titre, c'est pas bon, là. Ouais, ça c'est vrai par exemple. Puis, ouais, fait que c'est ça. Puis en plus, la Jack Mulligan, c'est le père de Barry Windham. Ouais, exact. C'est de famille, comme on dit. Et les règles du combat sont simples, dans le fond, c'est 4 équipes, puis ils peuvent taguer n'importe qui, mais ils doivent faire le contact, par exemple, avant de taguer quelqu'un d'autre. Puis évidemment, la dernière équipe qui va rester debout pour gagner le combat va se mériter un gros championnat par équipe le lendemain à Raw. Les champions, Bulldog et Owen Hart, potentiellement, parce qu'ils ont un match de championnat tantôt, peut-être qu'ils vont les perdre, on ne sait pas.
J'aurais aimé ça que tu les présentes comme les champions par équipe, Bulldog et le capitaine Owen, s'il te plaît. Je peux pas dire ça. Il n'y a pas de capitaine, c'est un tout, cette équipe-là. OK, parfait. Et ouais, fait que voilà. Quand les Blackjack arrivent, tout le monde commence à se battre dans le ring. Et Henry commence avec Bradshaw. Il le ramasse avec une bonne lariat. Thrasher a moins de succès qu'Henry. Il reçoit une botte et un écrasement de poignée de pompe du futur JBL. Et Phineas maintenant dans le ring, mais c'est pas long qu'il fait le relais à Mosh. Et on a les deux headbangers qui s'affrontent. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'ils vont juste genre faire un mosh pit ensemble. Là. Ils font juste se rentrer le dos puis faire leur tente, puis ils retaguent quelqu'un d'autre. Puis c'est drôle avec les Headbangers, c'est que récemment, ils réapparaissent dans la sphère des médias, on les voit plus en convention. Puis, ça fait un bout qu'ils sont là. Ouais, mais peut-être que c'est plus moi que ça a popé sur mon feed puis que je les vois plus, mais il me semble qu'ils sont beaucoup plus visibles dans mon feed. Fait que je suis content de les revoir. Tu sais, évidemment, c'est pas de shit, mais c'est quand même une équipe qui était cool là, à l'époque. Ouais, en effet, ouais. Et après ça, dans le fond, après ça, il tag, c'est le Furnace et Wyndham dans le combat. Et Furnace se prend Barry avec un beau Hurricane Rana bien exécuté. Ouais. Et Bradshaw a manqué une line sur Furnace et ce qui fait qu'il sort du ring. Et après ça, le Bradshaw puis Furnace, ils se battent. Puis évidemment, Lafont puis Wyndham vont les suivre. Puis ils se battent avec sort du ring. Bradshaw pousse l'arbitre. Et les deux équipes sont disqualifiées du combat. Fait que voilà, les Blackjacks et Furnace et Lafont sont éliminés du combat. Et mention honorable à la belle moustache de Bradshaw, qui a une moustache qui ressemble beaucoup à celle de Zeb Coulter. Ouais, c'est pas ça. Oui. Vous Oui, voyez qu'il était avec lui avant. Exact. Puis, il y a des jokes de Jerry Lawler qui m'ont fait bien rire. Là, parce que, évidemment, l'autre, Vince, il sait pas c'est quoi les headbangers, il sait pas c'est quoi le mouvement grunge, puis tout ça, puis l'affaire de mosh pit, puis tout. Fait qu'il rit de lui, il dit tu connais tellement pas ça que tu penses que ton groupe préféré, c'est Mount Rushmore. Puis l'autre, il dit tu connais tellement pas ça que tu penses que Fleetwood Mac, c'est un nouveau burger chez McDonald's. J'ai bien aimé ces deux jokes-là. Mouvement grunge qui a été pas inspiré, mais largement, je pourrais dire, mis en vedette grâce, entre autres, à Nirvana dans les années 90. Ouais. Mais eux autres, c'était pas tant grunge, c'était plus vraiment heavy metal, comme Marilyn Manson mais non, et tout ça. Là. Mais non, Nirvana, c'était... Oui. Ah oui, non, oui. Ouais. Headbangers, ouais, ben, c'était punk un peu, je pense, aussi. Punk rock, peut-être. Ben, pas métal. Non, c'est pas vraiment... c'est pas pop. Non, Marilyn Manson puis Slipknot, c'est métal, mais Headbangers, c'est pas du métal. Il y avait du Slayer, tout ça, c'est plus heavy metal, ça, là. Mais Headbangers, c'est pas du métal. Ben oui, Headbangers, c'est peut-être dans le genre Marilyn Manson ou... ok, Slayer, ouais. Dans ce contexte-là, mais dans l'habillement, c'est pas métal, je pense. C'est plus punk rock, là, me semble. Non? Mais grunge, punk. Peut-être aussi. Là, ouais, c'est peut-être un mélange ou un hommage à la musique de style, si on veut. Là, c'est possible. Et Mosh projette Henry, mais ce dernier est trop fort et Godwin sort son opposant avec une corde à neige après une botte au visage. Rendu là, par contre, Mosh va d'une très belle croix de corps en tremplin, suivi de Thrasher qui lui saute de la troisième corde avec un crossbody lui aussi. Ouais. Deux beaux dives back-à-back des Headbangers. Mm-hmm. Et dans le ring, Thrasher marque un saut de lune sur Henry et fait la tag à Phineas qui fait maison nette. Et dans la commotion, Mosh finit ça avec un dive sur Phineas entre jambes première sur sa poitrine. Et les Headbangers gagnent le combat. Ils se mettent un combat de championnat demain soir à Raw. Contre qui? On va le savoir plus tard dans la soirée. Exactement. Ouais. Alors, je te laisse commencer avec ton appréciation. Un peu pêle-mêle. La fond, Furnace, ils sont corrects, mais ils ne font pas grand-chose. Je veux dire, un match à plusieurs équipes, c'est toujours un peu difficile à suivre. Puis, ouais, puis on n'est pas des matchs d'aujourd'hui avec les FTR et compagnie qui font des matchs 5 étoiles. Là. Fait que correct. J'aurais peut-être pas mis ça comme match d'opener parce que je trouve que c'est pas mon genre de match d'opener. Fait que j'y ai donné. Puis là, je me suis rangé de ton côté pour les 3/4. Là, correct. J'ai donné 1 étoile et 3/4 à ce combat-là. Parfait.
Pas un super bon début pour le show. Là. Oui, comme tu as dit, c'était un peu pêle-mêle, puis c'était un peu quoi un clusterfuck. Là. Mais un coup que les Blackjacks puis les Furnace Lafont sont fait éliminer, ça commence à être meilleur. Juste Headbangers contre les Godwins. Puis non. Puis ils m'ont vraiment impressionné dans le combat. Headbangers aussi, c'était vraiment bon là, pour vrai. Fait que non. Puis comme note, je vais donner 2 sur 5. Oh, OK. Correct. C'est pas loin, c'est pas très loin, mais oui, c'était quand même le fun à regarder. C'est juste que si tu veux l'analyser en tant qu'analyste, ben c'est sûr que faut qu'on soit crédible dans nos notes. Oui, on n'a pas le choix. Et les Headbangers ne vont pas remporter les titres par équipe au Raw le lendemain, mais vont les avoir au mois de septembre de la même année. Et les Godwins vont faire un heel turn suite à la blessure au cou que Henry va subir aux mains de Legion of Doom le mois suivant. En fond, ils ont fait leur Doomsday Device puis il est tombé littéralement sur le cou. Il a pété ses 2 vertèbres C4 puis je sais pas c'est quoi l'autre là, mais en tout cas, ses vertèbres il a cassé. Puis il a continué à lutter genre il est revenu genre 1 mois après à Henry Godwin puis il a pas de pris de temps à meuf ben. Pas vraiment ouais, surtout que c'était pas le gars qui pouvait se fier juste sur son talent. On va dire ça de même. Henry Godwin était bon là. Moi j'aime mieux Phineas là. Si, bon, ok. Ben oui. En même temps, tellement IRS, c'était un coup, c'est correct. Hey, Phineas Godwin, ok, qu'est-ce qu'il a fait Henry Godwin à part les Godwin? Qu'est-ce qu'il a fait Henry Godwin? Oui, c'est pas parce qu'il était Naked Midian qu'automatiquement il meurt qu'Henry Godwin. C'est pas ça que je dis, mais le charisme était plus là en partant. Puis dans le ring, c'est quoi la différence entre les deux dans le ring? Quoi? Henry Godwin est bien plus solide dans le ring que Phineas Godwin. Il est poche Phineas Godwin, il est pas bon aussi. Voyons, toi. Donc, plus solide que toi, come on. Là, pas... Voyons donc de Caroline. C'est que peut-être tu sors. En tout cas, on dirait quasiment tu parles genre Angle contre. Tu sais, on dirait qu'il y a une différence genre énorme, là, je pense pas. Là. Ben, moi, je trouve qu'il y a peut-être pas énorme, mais il y a une différence au moins de 1 ou 2 crans de plus. Là, je m'excuse. Mais gars, je vais pas faire. Faire mon professionnel, mais aller écouter 15 matchs de Godwin après le podcast, on s'en reparle une autre fois. Parfait. Ouais, si je suis encore en vie. Ouais, il y a des gros chances. Et les nouveaux Blackjacks, eux, feront rien de note et vont se séparer en janvier 98 quand Wyndham va se tourner contre Bradshaw pour aller joindre la NW avec Jim Cornette, les Midnight Express et un certain G-E-F-F, J-A-R-R-E-T-T. Et Furnace et Lafont vont en fait tourner heel pas trop longtemps après ça ce soir également. Il est toujours pas loin, mon petit Jeff. Voir que toi tu l'as, moi je l'ai pas. C'est une des plus belles figurines que j'ai. C'est du blasphème que j'avais pas ça avant toi. Je l'aime même pas pour vrai. Oui, je l'aime, Jeff Jarrett, arrête là. Autant que moi. Mais toi t'aimes démesurément tout le monde. Ouais, ben ça. Bref, commercial sur le prochain gala de la WF In Your House, qui n'a pas de nom pour l'instant, mais qui va devenir Revenge of the Taker. Ouais. Après ça, on a Lucky Tonk Man, qui va rejoindre les commentateurs pour le prochain combat. Et on voit Captain Lou Albano sur son siège avec Arnold Scollin pas loin en arrière. Et on est prêt pour, mesdames et messieurs, le match numéro 2. Rocky Maivia défend son titre intercontinental contre le Sultan, accompagné par le Iron Sheik et M. Bob Backlund, champion intercontinental, pendant que tu me dis de quoi, que je ne l'ai pas mis, j'imagine? Ouais, il n'y avait pas le VS, fait que avant que tu me dises, hey, ton Q, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il était pas là. Il était là de la dernière fois en plus, je l'ai mis. Mais avant que tu checkes la description du combat, là, c'est fou raide là, dans ce combat-là. On va parler du Sultan là, après, là, mais c'est fou raide. 97 de Rock, comment tu sais, il a débuté à Survivor Series 96, ça fait pas très longtemps qu'il est là. Il est champion intercontinental. On sait qu'il a battu Triple H avec. Il est-tu là? Tu viens de le mettre? Tu viens de le mettre, mon esti. Je viens de le mettre. Ah, mais là, c'est ça. Il a battu The Rock, Triple H avec le Small Package. Il est devenu champion intercontinental. Puis c'est fou comment la WWF à l'époque voulait nous le mettre dans la gorge. Il est overexposé as fuck The Rock. Puis parallèle, fast forward avec Roman Reigns. C'est tellement une histoire similaire avec Reigns dans les WrestleMania que la WWF voulait tellement nous le vendre comme la prochaine star. Puis je pense que The Rock, ça a été beaucoup plus rapide que Reigns. Reigns, ça prend un petit peu plus de temps, je pense. Oui. Tu sais, d'amener Honky Tonk Man, le plus grand champion intercontinental à l'époque,
d'emmener. C'était Bob Backlund qui était là aussi. Ouais. Bob Backlund qui était là. Tu avais Rocky Johnson, tu avais son partenaire aussi à Rocky Johnson. Voyons, j'ai oublié son nom. Tony Atlas. Tony Atlas qui était là. L'excellent Tony Atlas. Puis, mais on a tout fait pour que, en fait, que The Rock soit over, mais tu avais les chants, justement, qui sont confisqués à SmackDown à partir de à WWE à partir de la semaine passée, Die Rocky Die, les pancartes que la WWE confisque. Puis les Die Rocky Die à cette époque-là étaient très loud. La foule s'est vraiment tournée, ne voulait rien savoir de The Rock parce qu'on y mettait vraiment dans la gorge. Puis même le personnage, tu me diras si je me trompe, là, mais le personnage du Sultan, il a été créé pour mettre Rock over, non? Non, pas nécessairement. Là. Non, pas nécessairement. Non? Non, il a été créé parce qu'il voulait donner de quoi à Rikishi, faire de quoi, puis ils ont trouvé ça. Parce que moi, j'avais vu que c'était vraiment quelque chose qu'il voulait faire pour mettre, pour associer à The Rock le plus possible. Ouais, mais en même temps, je vois pas pourquoi que ça aurait été genre l'élément déclencheur pour faire que The Rock soit over. Là. Le monde s'en crissait pas mal sur le temps, je pense. Là. Ouais, mais c'est parce que c'est un heel, le monde sans Chris l'aime pas, puis c'est aussi fatou, puis il est dans la famille, fait que travailler avec The Rock, ça va faciliter aussi son ascension vers le top. Là. Ouais, mais il est dans la famille. Pas nécessairement tout le monde savait ça à cette époque-là non plus. Là. Non, je sais, mais dans une chimie pour rendre le Rock à l'aise, parce que tu sais, quand tu es une jeune recrue, puis que tu te fais crier Die Rocky Die, puis que tu es supposé d'être un des top babyface, quand ça fait 6 mois que tu fais de la lutte. C'était moins prononcé dans ce temps de ce show-là. Là. C'était un peu plus après, là, une couple de semaines plus tard. Là. Non, je sais, mais je veux dire, il se faisait quand même huer, là. Oh ouais. Tu sais, c'est pas facile quand t'es supposé être la top star, tu dis la machine va m'aider, puis que ça marche pas, tu sais. Non, c'est sûr. Je pense que ça peut aider, puis le Sultan, mais pour ceux qui ne savaient pas, on vient de le dire, c'est Fatou Rikishi. Oui. Ouais. Maivia commence le combat en sortant le Sultan avec des choses chassées qui le fait aller à l'extérieur du ring pour se regrouper. Et le Sultan est sur le poteau et Rocky fait l'erreur de frapper, mais il pogne le poteau au plus grand plaisir de Marco. La deuxième partie la plus dure du ring. La première. Le Sultan en prend avantage et travaille le bras du membre de sa famille. Et l'offense du Sultan consiste de corde à linge et de pincer les trapèzes de Dwayne. Et après, il revient avec un coup de boule de la troisième corde et une souplesse ventre à ventre. On a un double down par la suite. Et après ça, dans le fond, le double down après une line des deux en même temps. Comeback de face de Maivia. Il obtient une série de comptes de deux après une belle établie souplex qui sont DDT en flottant. Toujours un de ses moves les plus cool qu'il faisait. Ouais. Une croix de corps du top est réussie, mais le Iron Sheik est monté sur le tablier du ring et il n'y a pas de tombée qui se fait. Ça permet au futur Rikishi de se relever, de se kicker Rocky et ensuite un marteau pilon de bord de Rikishi de Sultan. Il tente une autre manœuvre, mais malheureusement pour lui, il se fait rouler par Maivia pour le compte de 3. Il a une sensation, on reste champion intercontinental. Ouais. Après ça. Vas-y. Non, vas-y. Ben, j'ai pas fini le Ah, je sais. Non. Jim Ross essaie d'interviewer Rocky à l'extérieur du ring, mais le Sultan l'attaque et le ramène dans l'arène. Grosse plage de la 3 du Sultan, et après ça, le Sheik met Maivia dans sa prise du chameau, sa prise légendaire. Et Rocky Johnson, le papa du Rock, vient porter main forte à son garçon. Et ce dernier a discuté quelques secondes, mais le Sultan l'attaque le drapeau iranien. Et Maivia revient et aide Johnson à sortir le Sultan. Et le duo père-fils donne des body slams chacun au Sheik. Ouais. Ils sont debout dans le ring à la fin du segment pour être les seuls debout. Puis, tu sais, souvent, on va assister à des moments, comme je parlais tantôt, qu'on va mettre de l'avant le futur avec une belle touche du passé. Ben, les deux body slams de père et fils sur le Sheik, ça, je trouve que c'est vraiment un moment cool pour l'histoire de la lutte, là. Ça reste le Sheik, puis ça reste père et fils. Et puis les gauches de Rocky Johnson, ça y est, hein? Il y avait ça un beau jeu de pied? Malade. Ouais. Et un match correct, là, sans plus. Là, j'ai pas trouvé ça mauvais, mais j'ai pas trouvé ça super bon non plus. Mais l'angle après le combat était très bonne. Là. Ouais. Ta note, c'est quoi? Je donne à ce match-là 2,25 sur 5. Parfait. Moi, je vais donner à ce match-là 2 sur 5. D'accord. On est un quart d'étoile chaque match à date. Ouais. Et Rocky Maivia va perdre le titre intercontinental le 28 avril à Raw. Et en juin, il va subir une blessure au genou qui va le tenir à l'écart pendant quelques temps.
Et le personnage du sultan ne va rien faire d'important, va disparaître très tôt en 98. Il va revenir quasiment 2 ans plus tard, en 99, en novembre pour être plus précis, en Rikishi Fatou. Ouais. Qui va beaucoup Le fight aider pour à The Rock. Oui, il va beaucoup aider aussi Rikishi sa carrière parce que oui, les Head Shrinkers, tout ça, mais s'il n'y avait pas eu sa gimmick de Rikishi, je ne suis pas sûr qu'on parlerait tant de Fatou aujourd'hui. Oui, c'est cool, mais ça lui a donné vraiment un second souffle à sa carrière, là, je pense. C'est ça qui a fait que c'était un household name, là, que tout le monde sait c'est qui. Là. Exact. Ça l'a beaucoup aidé, en effet. Ouais. Interview time avec Todd Pettengill et Ken Shamrock. Todd nous montre ce qui s'est passé lundi dernier à Raw is War quand Billy Gunn a challengé Shamrock dans l'arène. Et l'homme le plus dangereux au monde a humilié le futur d'Alias avec une clé de bras et un ankle lock. Et en voyant les images de Shamrock, il dit qu'il a juste fait ça, mais un peu de pression, sans vouloir lui faire trop mal pour lui montrer, pour qu'il sache qui il est. Et il est engagé pour être l'arbitre spécial parce qu'il connaît les soumissions et qu'aucun des deux vont l'intimider, que ce soit Steve Austin ou Bret Hart. Puis il va lever le bras du vainqueur et les deux vont me faire peur. Fini Shamrock. Et on passe d'interview time à un autre avec interview time avec Doc Hendrix, Triple H et Chyna. Et quand Doc lui demande c'est quoi sa relation avec Chyna, Hunter lui dit que de répondre c'est pas des affaires à personne, qu'est-ce qu'elle est. Il dit qu'il va prendre Goldust 1 contre 1 sans problème, mais la plus grande perdante va être Marlena parce qu'elle avait la chance d'être avec lui, elle a refusé. Et son talent spécial, j'espère que ton talent spécial pour le combat va être que tu vas courir vite avant que Chyna te rattrape ce soir aux abords du ring. Donc, on a évidemment Chyna qui fait des menaces du côté de Marlena, qui est évidemment la femme de Goldust dans la vraie vie. Ouais, puis corrige-moi aussi, c'est pas la première fois. Ouais, lis ton message, tu vas voir, tu vas être content. Comme ça m'étonne tellement. Bref, c'est tellement pas drôle en plus cette course-là. Non. C'est bon. T'es content parce que ton ami. Attends. Hey, t'avais-tu un truc? OK. Mais, ouais, c'est ça. Dans le fond, ce que j'allais dire, c'est la première fois que le nom de Chyna était mentionné à télé, je pense, si je me trompe pas, non? Sûrement, peut-être que oui, mais c'est. Je pense que c'est la première fois que Triple H disait son nom, qu'on mentionnait son nom, parce qu'avant, il n'y avait pas de nom, c'était juste la personne qui était avec Hunter Stemsley. C'est qui cette. Puis je sais que tu vas en parler pendant le match parce que les commentaires de ce match-là à l'endroit de Chyna sont assez disgracieux. Ben, là, j'en parlais pas, j'en parlais pas dans mon texte, mais oui, évidemment, ils font beaucoup de jokes comme quoi c'est un homme. Là. Ouais, c'est un homme de chirurgie plastique, ouais, plein mais en même temps, son look était pas. Ouais, mais c'est une autre époque aussi. Ça laissait un peu entendre que c'était pas féminine là, comme les autres. Là. Fait que, tu sais. Puis en 97, il faut donner une chance aux coureurs aussi. Là. En 97, il disait bien des affaires qu'il ne dirait pas aujourd'hui. Mais bon. En même temps, c'est tout Vince qui disait ça, fait que, imagine. Puis aussi, l'affaire là-dedans, c'est que Chyna avait été débarquée de la foule pour venir rattraper Marlena. Puis quand elle a pogné Marlena puis qu'elle l'a shaké, là, elle l'a shaké littéralement comme une catin. Tabarouette, c'était impressionnant de la façon qu'elle. Oui, parce que c'est le size de Chyna comparativement à Marlena, c'est toute une différence. Ouais. Mais non, c'est ça, elle l'avait vraiment ébranlé. Puis, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Non, c'est ça. C'était pas mal ça. D'accord. Fait que le match numéro 3. Hey, attends. Attends. Il est pas là. Pourquoi il est pas là? De quoi tu parles? Hey, non, il est pas là. Tout à l'heure. TJ, dans le podcast récemment, oui, il est là. Je le vois pas, moi. Il était à la fin. C'est parce que tu checkes pas à la bonne place. Ben oui, mais c'est pas supposé être à la fin, c'est supposé être en ordre, cette affaire-là. Mais attends. Shut up. OK. J'allais te donner crédit malgré tout, là, parce que TJ m'a enlevé bien des affaires sur mes épaules en m'aidant pour des trucs, dont les graphiques de temps en temps. Ben souvent. Ouais, puis t'as remarqué depuis une couple de shows tout à l'heure, tout le temps, je t'avais entouré? Ça, là, j'apprécie. Ben, j'essaie je fais mon possible, mon chum. Parfait. Fait que je veux juste acknowledger ça. Tu vois comment. Des fois, tu penses que je suis une mauvaise personne. Ouais. Attends. Des fois, tu penses que je suis une mauvaise personne, mais
C'est pas toujours le cas. Vas-y, tu peux y aller. Non, de quoi je pense ça? Attends, Je pense pas ça. attends un peu. Ah, ok, cool, un compliment parce que moi j'étais pas bon. Fait que... Ok. Ben non, Tu ben fais non. carry, c'est pas ma faute. Bref. Ok. Ouais, fait que voilà. Ben, non, tu m'amènes, là, tu me carry pas. Là. Ouais, attention parce que... Ben là, si tu vas enlever ce privilège-là à tout le monde, là, c'est pas correct de ta part, là, de penser juste à tout de même. Là. Bref, les deux sont en rivalité depuis décembre, quand MZ a commencé à faire des avances à la directrice / femme de Goldust, Marlena. Et Triple H l'a vaincu au Royal Rumble. Et Shayna a débuté le mois d'avant au In Your House Final Four dans la foule où il a pris Marlena en choke quand elle était proche de la barricade. Et Goldust est ici pour un peu de revanche ce soir à WrestleMania 13. Et Goldust débute sa quête de vengeance en terrassant MZ avec une line. J'ai bien aimé ça parce que ça commence avec Jean Goldust qui se met un peu en petit bonhomme, un peu à terre, là. Puis il regarde Triple H sans bouger. Puis là, l'autre, il est là, qu'est-ce qu'il fait? Puis il sort avec une grosse line. Je trouvais ça cool comme début de match. Hein. Puis, tu sais, dans les semaines précédentes aussi, Goldust, il y avait eu une entrevue avec, je pense que c'était Jerry Lawler pour dire qu'il était pas gay, puis que, qu'il jouait beaucoup autour de son personnage, puisque Lawler lui posait des questions louches sur le personnage. T'es-tu un queer? Ouais. Fait que, non, c'était cool de voir Goldust vraiment, genre, vraiment avoir sa revanche, puis pas jouer nécessairement le personnage un peu foufou, là, tu sais. Ouais. Sur l'audio, si je suis capable, on va passer mettre le petit segment avec Lawler qui Goldust de nom. Bref, une goutte atomique, une autre corde à linge envoie Hunter en bas du ring. Et Goldust prend Triple H, qui crie dans les câbles, un peu à la André le Géant. Il lui donne quelques bonnes shots sur son gros museau. Goldust avec son Power Slam en tournant. avec son Power Slam en tournant, ce qui est une de ses marques de commerce. Les deux sont dans le coin et MZ essaie une souplesse à Goldust qui tente de bloquer ça avec des punches, mais Hunter le fait tomber en bas du ring et le visage premier de Goldust frappe de plein fouet. La deuxième partie la plus dure du ring, le tablier du ring. MZ. Ouais, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Là, je veux juste que. Puis ça, c'est pas juste pour ici que je dis ça. Là, tu commenceras pas à me voler mes catchphrases en les défaisant. Parce que si tu commences ça. Parce que ta catchphrase n'est pas bonne. De un, c'est le. Si tu commences ça, je vais te tuer au micro, mon homme. Je vais te tuer au micro. Hey, calme-toi, Bully Ray, là. Parce que, hey, moi là, de même, je peux te sortir des one-liners. De même. Attention. Mais tu devrais faire quand on se fait payer pour. Ben, c'est ça que je fais. Puis attends un peu. Ah ouais, ben, tu sais, souvent, c'est le talent, reconnaît le talent, mais c'est ça. Ouais. Oh! I just shoot, cowboy! Here's your tiniest violin, keep playing it. Ouais, c'est ça, ouais. Continue ton texte avant que. MZ à l'attache pendant quelques temps. Il y a un brise-nuque qui lui donne un compte de 2. Et l'homme doré essaye de revenir dans le combat, mais un DDT le remet au tapis. Et les deux se foncent dessus avec un coup de bélier. On a un double down. Et après ça, Hunter saute de la 3 et Goldust se protège avec son fessier. Les deux sont encore au tapis. Après ça, on a un gros comeback du Bizarre One et qui se finit avec son bulldog en courant sur Hemsley. 1, 2 et non! Évidemment, c'est le cue pour China d'aller tranquillement vers Marlena. Goldust est prêt pour son finish, la tombée du rideau, qui est un DDT renversé avec élévation. Et Hunter va derrière lui, le retourne pour un pedigree, mais Goldust le fait tomber. Il lui fait le coup de la balançoire dans les câbles. Et il place Hemsley, mais il lâche prise quand il voit que China est tout près de Marlena. Il prend sa conjointe, il la pogne. Dans le fond, Marlena est en bas du ring, Goldust est dans le ring. Il juste la pogner par les aisselles, puis il la monte dans le ring. Woup, comme si de rien n'était. Ouais, c'est bon. En même temps, elle n'est pas lourde non plus, puis Goldust, c'est un homme fort quand même. Fait que, ouais. Ben, c'est intéressant, c'est cool comme. Ouais, c'est une bonne twist, puis j'ai pas vu ça souvent, hein, honnêtement. C'est vrai. Et après ça, pendant ce temps-là, Hunter frappe Goldust dans le dos avec son genou, ce qui propulse Marlena dans les bras de China. Elle fait shaker Marlena comme une véritable catin. D'un bord puis de l'autre, pendant que Triple H plante Goldust avec son pedigree et Hemsley récolte la victoire ce soir à WrestleMania 13. Un crise de beau finish. Honnêtement, puis on l'a souvent dit, là, mais comment Goldust est bon, comment Rhodes est bon, puis ce gars-là,
a fait de la magie avec une gimmick de marde. Puis c'est devenu tellement genre une gimmick iconique. Puis c'est tellement un lutteur sous-estimé. Là, c'est incroyable comment il est bon. Puis la chimie avec Triple H, je trouve que les deux ensemble, ils dansent bien. Ils dansent bien. Ouais, ce match-là, oui, mais celui du Rumble, c'était pas écœurant. Non. Effectivement, là, ça peut pas toujours être bon non plus, mais ils dansent bien. Ben, pas toujours être bon. Oui, ça pourrait l'être, toujours être bon. Hey, là, c'est parce que c'est Triple H. Ça aurait été n'importe qui d'autre, t'aurais trouvé une crise d'excuses comme tu fais tout le temps. Ben oui, t'es de même. Ben oui. Toi, quand ça fait ton affaire, c'est correct. Quand c'est Brett, quand c'est Cody, tu vas les protéger, tes lunettes roses, Wardlow. Ils font pas d'erreur, ces deux lutteurs-là sont parfaits. C'est pas Triple H en 97. Remarquez ceux qui écoutent le podcast. Quand c'est ces gars, mais quand c'est mon IRS, Tatanka, puis tout, c'est tout des mardes. Jamais c'est bon. Ben, gars, TJ, on commence à te connaître un peu. Là. En disant ça, je parlais de Goldust, je parlais pas de Triple H. Là. Un match peut toujours être bon. C'est pas que peut toujours être bon. Oui, c'est pas toujours pas être vrai, bon. Ça. Les athlètes sont payés pour faire ça, pour donner un show. Il faut que ça soit un bon show, non? Il y a déjà eu deux. Puis les acteurs sont pourris. Tu vas-tu aimer ça? Non. Ça dépend. Si c'est Nice Winnie dedans par une mauvaise performance, je vais aimer ça pareil. Pas pour les mêmes raisons. T'as écouté Le Voyeur? Après Non, je l'écouterai pas. Okay. J'ai déjà vu des images que je voulais voir déjà. Anyway, fait que... Après la reprise du finish, Goldust est pratiquement en pleurs avec Marlena qui se tord de douleur. Une très belle image et un beau sell job de leur part. Il la transporte jusqu'au vestiaire pour terminer le segment. Fait que, un bon match. Avec encore une meilleure séquence pour la fin du combat. Puis, je vais donner ce match-là la note de 3 sur 5. Same pour moi. 3 sur 5 aussi. Bon, tu vois, j'ai donné une bonne note, là. Même si c'est Triple H, j'ai donné une bonne note. Ouais, tu l'as donné parce que l'autre, c'est un Rose, puis tu te dis, ah ben, tu sais, c'est le grand frère Cody. Ben oui. Moi, j'ai pas d'agenda caché comme toi, moi. Un agenda en tabarnak. Tu veux qu'on monte des. Hey, hey, Alfredo, réponds à ça, là. J'ai mis. Hey, pas ça. Ton chum né brun, là, il va prendre ta part comme d'habitude, là. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Là. Faudrait qu'il vienne. Faudrait qu'on ait une coupe de talk là-dessus. Faudrait qu'il vienne dans notre segment de lutte moderne. Là. Faudrait qu'on parle. Là. Ben, il va venir après qu'on fasse notre podcast après WrestleMania. Là. Ouais. C'est ça. Parfait. On vous l'apprend d'avance. Là. On va donner un podcast complet à nos expériences à WrestleMania de cette année. Ouais. Fait que j'ai spoilé, mais c'est ça qui va arriver. Bon, c'est correct. En même temps, si on va là-bas, c'est clair qu'on va en parler. Oh ouais. Puis sinon, t'as-tu dit le match, toi? T'as dit ta note, mais t'as-tu dit le match, comment tu as trouvé le match? Ah, ben moi, c'est deux lutteurs que j'aime beaucoup regarder ensemble. C'était intéressant parce que c'était récemment les débuts de Chyna. Fait que ça a solidifié le personnage d'Hunter Stemsley que je l'ai déjà dit. J'étais un gros fan, évidemment, de Triple H, mais sans Chyna, je trouve que Hemsley n'a pas la même saveur à l'époque pour... oui, il serait probablement rendu où il voulait être, mais je pense que Chyna a beaucoup aidé à propulser Hemsley. Puis, tu sais, sans être un match exceptionnel, dans cette carte-là, c'est un match qui fait du bien à regarder. Ouais, puis le finish, comme tu as dit, le finish était très bon aussi, comme tu as dit. Ouais. Et la rivalité va prendre fin pas longtemps après ça, sans vraiment une vraie revanche de Goldust. Et leur prochain gros truc vont être, dans le fond pour les deux, va être une rivalité de Goldust contre Brian Pillman. Tandis que Triple H va remporter le tournoi King of the Ring quelques mois plus tard en juin. Puis ouais, après ça, on se transporte avec Shawn Michaels qui est au bureau de la WWF sur America Online en train de faire son comique avec l'ordinateur, là, comme s'il savait pas comment ça marche, là, avec ses pinottes. Bien comique, bien comique. Pourquoi tu le dis sur ce ton-là? Match numéro 4. Parce qu'il est pas drôle, c'est tout. Match numéro 4. Le British Bulldog et Owen Hart contre Vader et Mankind avec Paul Bearer dans leur coin. Pour le championnat par équipe détenu par le Bulldog et Owen, évidemment. Puis, si tu penses que j'ai été bête avec Shawn 2 secondes, attends tout à l'heure, toi. Mais là, on parle pas de Shawn, là, on parle du match numéro 4. Mais je sais, mais le segment d'avant, c'était Shawn Michaels, là? Ouais. C'est ça? Puis, intéressant, le team de Mankind Vader. Moi, c'est un team, tu sais, puis je pense pas que Vader était dans la meilleure de sa forme non plus. Mais c'est un match, un tag team très intéressant que j'aime beaucoup, que j'aurais aimé peut-être en voir un peu plus à long terme. Puis il faut se rappeler aussi que Paul Bearer avait turné contre Undertaker pour se
se ranger du côté de Bizarre, pas Bizarre Worm, ça c'est Goldust, de Mankind, en fait. Owen Bulldog a beaucoup de problèmes, là, la chicane, puis évidemment, il y a eu pas longtemps avant ça, il y avait la finale du tournoi européen pour le championnat européen, évidemment, où que Bulldog avait battu Owen, puis après le match, c'était quand même friendly, mais tu sais, évidemment, il l'a battu dans un match, Owen va être un peu jaloux, puis lui aussi, il a renvoyé Clarence Mason aussi pas longtemps avant ça, le Bulldog. Le Bulldog est pas mal plus du côté babyface, si on veut, qu'Owen. Ouais. Même qu'au Rumble, une couple de mois avant ça, Owen avait éliminé le Bulldog pendant la bataille royale. Là. Puis c'est drôle parce que le Bulldog, il y avait 2 ceintures, puis là, Owen Hart, toi, tu as 2 ceintures, mais moi j'ai 2 Slammies. Fait que... Ouais. Puis, n'oubliez pas aussi. Slammy, c'était magique. N'oubliez pas aussi que Owen, il répétait souvent que c'était lui le capitaine de l'équipe. Fait que des fois, il chicanait, il revenait en bon terme, puis tout de suite après, il revenait avec OK, parfait, on est sur la même longueur d'onde, mais il ne faut pas que tu oublies, hein, Bulldog, je suis le capitaine de cette équipe-là. Petite référence au début du podcast. Bulldog, lui, il s'en foutait. Puis... c'est correct, je m'en fous. Là. Et Jim Ross va aller interviewer les champions défendants en essayant de faire un peu de mal entre les deux. Et Ross demande quel leader et Owen dit que c'est lui, puis il pousse Ross fin l'entrevue. Puis c'est drôle parce que quand il dit c'est lui, il dit pas trop fort parce que Bulldog est un peu plus loin, il dit pas trop fort, puis il dit va-t'en, là. C'est moi le leader. Ouais. Et on a un combat heel contre heel. Puis c'est toujours intéressant dans ces matchs-là, voir sur qui la foule va se ranger de côté. Puis Vader domine l'homme aux 2 slammies jusqu'à ce que Owen revienne avec un coup de pied en tournant, son spinning heel kick. Par contre, Vader se laisse pas faire et répond avec un powerbomb dévastateur. Et le Bulldog vient prêter main forte à son beau-frère et il met Vader et Mankind au tapis avec une corde à linge en même temps. Un double line de la part du Bulldog, qui est pound for pound un des gars les plus forts ever à la WBF. Ouais. Pound for pound ou roid for roid, ça dépend comment tu vois ça. Ouais, ou dog pound for dog pound. Hein. Ça, c'est un Bulldog. Hey, celle-là était vraiment shot. C'est sûrement la cour de la soirée. T'es juste jaloux parce que en même temps. T'sais. Ah ouais, t'es juste jaloux. Je comprends, t'as le droit. Hey! Moi j'ai un Slammy. Toi, t'en as-tu un? Moi, je suis jaloux de toi aussi, des fois, là, à voir ce que ça laisse à tous les semaines. Moi, ça, pour dépenser autant que toi. Là, à cause de ça, je vais acheter plus. Ouais, comme si t'avais besoin de moi pour faire ça, toi. Attends, Mania. En fait, c'est pas vrai parce que t'as besoin de moi pour faire ça parce qu'à toutes les fois que je suis avec toi, c'est là que tu dépenses le plus. Quand on monte à Gatineau, souvent, j'ai pas l'intention d'acheter, puis là, tu me trouves un bonhomme nowhere caché quelque part, puis je l'achète. Fait que... Yes! Fuck. C'est ce que tu mérites. Dépense, Bref, Owen fait le même coup avec un saut chassé, un pied chacun. Et le Bulldog britannique, il va d'une souplesse en délai sur Mankind pour ensuite en faire une au mastodonte Vader, ce qui est tellement impressionnant. Pour vrai, je veux pas. Ça prend beaucoup de force faire ça. Et en bas du ring, Vader frappe Davey Boy avec l'urne de mon oncle Paul. Long moment de hit des Challengers. Ça se termine quand Vader veut faire un autre splash de la deuxième corde sur le Bulldog. Mais il intercepte et le slam au tapis dans un crise de beau spot. Et hot tag au Rocket. C'est de courte durée et Vader reprend les devants. Vader et Mankind font le finish Demolition en bas du ring sur Owen. Il y a un autre segment de hit, mais cette fois sur Owen Hart. Et après, le Bulldog est maintenant dans le ring. Oui, vas-y. Pas tout le monde sait c'est quoi le finish de Demolition. Backbreaker avec un elbow dans la gorge. Merci. On est deux à ce que je cherche. Tu peux intervenir et le dire, ça ne dérange pas? Ben, c'est ça que je viens de faire. Ben, je sais, mais tu peux dire sans avoir du dédain dans ta voix non plus. Hey, je suis né avec du dédain dans ma voix. Je suis né avec ça, pas ma faute. Ok, parfait. Et après un enziguri, le Bulldog est maintenant dans le ring. Et il reçoit la prise de la mandibule de Mankind. Vader rentre dans Hart, ce qui amène Mankind et le Bulldog à l'extérieur du ring. Et les deux équipes en bas du ring, ils ont un double count-out à l'extérieur, donc pas de gagnant. Donc, toujours changement par équipe, Owen Hart et Davey Boy Smith, le British Bulldog. Et après ça, on a Mankind qui refait la Mandible Claw au Bulldog jusqu'à temps qu'Owen vienne aider Davey Boy et que les deux équipes se font séparer. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, un drôle de match. Pas mauvais d'aucune façon, mais un match qui était juste là sur la carte. Là, puis, quand tu vois ces 4 lutteurs-là dans un match, tu t'attends de quoi de meilleur que ce qu'ils ont donné. Là.
Ouais, oui, mais en même temps, ben, ça, c'est une autre affaire, là, les double canal, les double DQ, les disqualifications. Est-ce qu'il y en a tellement de WWF, WWE, c'est Ouais. too much. Tu sais, je comprends, là, des fois, mais tu sais, on a déjà fait des cartes de rétro review il y en avait trois matchs sur 7 qui avaient des DQ, des double canal. Tu sais, c'est un moment Ouais, donné, là. Je sais pas. c'est sûr. Bref. Ouais. Ouais. Sinon, je donne à ce match-là 2,5 sur 5. Fuck, j'en même note aussi 2,5 sur 5 à ce match-là. Ouais. Ouais, C'est c'est ça. ça qui arrive. Hein. Mhm. It is what it is. Et les problèmes entre les beaux-frères vont exploser le lendemain à Raw. La semaine d'après, au même show, les deux vont s'affronter dans un combat, mais Bret Hart va venir les réconcilier pour évidemment débuter la Hart Foundation. Ouais. Et puis, si vous voulez voir comment c'est arrivé, ben, allez voir l'histoire qu'on a faite le couple de mois sur ce show-là. Vous voyez bien qu'ils sont tous contre nous autres, qu'eux autres, ils veulent qu'on se tourne un contre l'autre. On n'est pas de même, on est une vraie famille, nous autres, les Hart. C'est ça. Le pire là-dedans, c'est que depuis une couple de temps, là, j'étais sur Facebook à un moment donné, puis il me donnait des vidéos à regarder. Puis j'ai regardé un vidéo de Jerry Springer, puis depuis ce temps-là, il n'arrête pas de me montrer ça, puis j'arrête pas d'en le regarder. Puis, c'est quoi le rapport de Jerry Springer? Ben, dans le sens que tu dis Bret Hart, tout le monde est contre nous autres, eux autres en Amérique, eux autres, ils veulent voir les troupes des familles dans la TV. Fait que c'est Chris, ça aurait été malade, les Hart à Jerry Springer. Wow! Il a fait une coupe d'apparence à WBF aussi, là, à WWE, là, je veux dire, il a fait le show là, qui est sur le network. Mais je sais plus si c'est le network à Star, je sais plus, là, mais c'était Too What for TV, là, je pense, ça va de même. Bref. Il est mort, Jerry Springer, non? Ouais, il est mort genre 2-3 ans peut-être. Ça fait pas longtemps qu'il est mort. C'est ça. Et Mankind va être l'aspirant numéro 1 au titre mondial le mois suivant à In Your House sans toutefois gagner la ceinture. Et dans un drôle d'addon, un mois après, c'est son partenaire à Mankind, Vader, qui était l'aspirant numéro 1 au titre à In Your House. Puis lui aussi, il n'a pas gagné le titre mondial à ce show-là. Et là, mesdames et messieurs, préparez-vous parce qu'on a un vidéo package sur le prochain combat entre Bret Hart et Stone Cold Steve Austin, le fameux match de soumission. Et là, Marco, j'espère que tu as un bon compte rendu de la rivalité entre les deux. J'ai pas un bon compte rendu, j'ai un excellent compte rendu. Non, mais en fait, c'est que. Non, mais pas excellent. Je sais que tu as plusieurs noms, je sais que c'est Bret Hart, mais évidemment, il y a eu un match Survivor Series 96 entre les deux. Un match qui avait été remporté par Bret Hart à cette époque-là. Il y a eu aussi Austin qui a éliminé Bret Hart au Rumble, mais ça avait été un peu controversé, cette élimination-là, je ne me trompe pas. Là. Ben ouais, il se fait éliminer dans le dos des refs qui est occupé à séparer Mankind et Terry Funk. Là. Ouais. Aussi, Austin a coûté la ceinture le combat de championnat contre Sid. Donc, il a fait perdre le combat de championnat à Bret contre Sid. Puis, il y a eu quelques trucs aussi qui se sont passés, qui se sont échangés des cheap shots. Je pense entre autres au cage match. Là. Il y avait un cage match où les deux, il y avait une escarmouche entre les deux. Mais ce cage match-là est drôle parce que c'est Austin qui aidait Bret dans ce match-là. Ouais, en plus. Ouais. Fait que, bref, ça. Puis, t'as-tu d'autres choses avec cette rivalité-là aussi que tu voulais parler? Non, t'as pas fait le tour. Final Four, puis tout le kit. Là. Puis, je sais qu'on va en reparler à la fin du match parce que c'est un match exceptionnel, puis c'est un turn exceptionnel des deux. Mais c'est probablement ce qui a mis au monde Austin, pas mal plus que l'Austin 360 puis le King of the Ring. Ben, c'est ce qui. Austin 360, ça l'a mis sa map. Ouais. Mais ça l'a mis genre comme le Superstar Main Eventer for Life. Là. Ouais, on a vu. En fait, niveau lutte, on a vu l'Austin de la WCW dans un ring de la WWF. Ouais, en effet. Puis disons que, évidemment, on sait ce qui s'en arrive avec lui par la suite. Dans la même année, il va se briser les coups contre Owen. Là, mais évidemment, Austin avant Surgery, c'était un lutteur genre. Il n'y avait pas joué contre n'importe quel lutteur technique de l'époque. Là. Est-ce que tu penses qu'il serait devenu genre Stone Cold sans sa blessure au cou, dans le sens que ça l'a aidé beaucoup. Là. C'est ça, parce que ces matchs ont changé. La façon qu'il luttait après, c'était vraiment plus du brawling que des matchs qu'il donnait comme le match contre Bret, en fait. Ouais. Mais il aurait pu facilement rester le même Stone Cold,
Mais c'est parce qu'il était quand même Stone Cold normal là, dans le feud contre Bret Hart. Là. Il faisait l'entrevue, il envoyait promener le monde, faisait des stunners. Puis, c'est juste que ça donnait un petit quelque chose de plus quand il s'est blessé le cou parce qu'il ne pouvait pas lutter. Fait qu'il fallait qu'il trouve d'autres choses pour être over à TV. Puis c'est ça. Ouais, exact. Ouais. Alors voilà. Match numéro 5. Stone Cold Steve Austin contre Bret Hart dans un combat de soumission avec comme arbitre spécial l'homme le plus dangereux au monde, Ken Shamrock. Austin charge Hart avec un takedown, Bud Littman au sol. On a de ring ensuite. Et c'est pas long que les deux sont dans la foule à frapper à qui mieux. Et Austin essaie un marteau pilon, mais Bret renverse ça avec un backdrop où Austin tombe les pieds dans les marches. Et Steve revient en rentrant Bret dans le poteau, épaule première. Et Hart lui rend l'appareil pas longtemps après ça. Il revient éventuellement dans le ring après 5 minutes et Bret fait un brise-nuque à Steve. Coup de coude la 2 sur Austin et le Hitman travaille le genou de Stone Cold qui était blessé 6 semaines avant le combat pour vrai. Et voyant qu'il était dans le chute, Austin ramasse Hart avec un stunner et les deux sont au tapis. Le Hitman réussit à mettre Stone Cold dans le coin. Il lui fait la fameuse prise en 4 dans le poteau. Toujours cool comme move, hein? Hey, ça, j'ai hâte de le revoir live. Honnêtement, ça peut être tellement longtemps que j'ai pas vu ce move-là. Ouais. Je vais essayer de parler avec une couple de lutteurs à GP, voir s'ils sont pas capables de plugger ce spot-là. Why not? Ouais. Ouais, et après ça, Hart... c'est vrai. Bret rentre dans l'arène, mais ce qu'il fait, c'est qu'il met la cloche pour le timekeeper. Il la met sur le bord du ring, sur le tablier. Fait que, voilà. Un move intelligent du Hitman. Et Hart prend la jambe de Steve et la place dans une chaise à la Brian Pillman. Là, évidemment, il y a une couple de mois avant ça, Austin avait pris Pillman puis il avait mis sa cheville dans la chaise puis il avait sauté de la deuxième corde avec puis il avait pété la cheville de Pillman. Hart voulait faire la même chose. Mais avant qu'il puisse faire la job, Austin s'est relevé puis il a pris la chaise qu'il avait sur le pied puis il a frappé Bret avec. Et après ça, un autre coup dans le dos puis on voit le Hitman qui se tord de douleur. Austin met Bret dans un crabe de Boston, mais Bret n'abandonne pas là-dessus et va aux cordes pour le bris. Et ensuite, on a Stone Cold qui tente un sharpshooter, mais Hart met le pouce dans l'œil de Steve. Et dans un moment important du combat, Austin se fait rentrer dans la barricade proche du gardeur du temps. Et ça fait que Austin est ouvert et saigne beaucoup. Et là, ça commence. Bret lance Austin partout. Oui. Non, excuse, parce que t'avais gelé, fait que c'est pour ça que je t'entendais plus. C'est bon, tu peux y aller. Bret lance Austin partout où il pourrait ouvrir le front de son adversaire encore plus. Et ça fonctionne avec Stone Cold qui pisse le sang. Après ça, on a le Hitman qui pète un plomb et frappe Steve sur le genou 4 fois. Et Jim Ross fait une bonne job aux commentaires pour vendre que Bret est sadique dans toute cette histoire-là. Et Hart veut faire son sharpshooter, mais c'est au tour de Austin de mettre le pouce dans l'œil de Bret au grand plaisir de la foule du Roseman Horizon qui est littéralement en train de gueuler leur vie. Ouais. Austin projette Hart dans le coin et Bret rentre dedans sternum en premier. À son spot évidemment classique. Et après ça, on a un superplex de Stone Cold sur un gros pop de la foule. On a Austin qui étouffe Hart avec une corde à extension. Et Bret, pour s'en sortir, prend la cloche qu'il a mis plus tôt sur l'apron et frappe Austin avec évidemment sur son ouverture dans le front. Fait que ça va encore faire saigner le sang encore plus du visage de Stone Cold. Et après ça, il a sonné la cloche d'Austin, DJR. Bien comique. Sharpshooter. Austin bouge sa tête pour dire qu'il n'abandonnera pas. Un regard proche nous montre la face d'Austin qui a du sang qui lui coule au visage quasiment dans la bouche. Ouais. Et la foule est debout avec Austin qui se débat comme un diable dans le bénite. Ça marche un peu et Bret tombe sur sa face, mais il reste avec la prise quand même. Après ça, on a Austin proche des cordes, mais il ne réussit pas à l'attraper. Son coup avec un dernier essai, essaie de s'en sortir, mais il commence à manquer de jus littéralement parce que tout son jus lui coule d'en face. Et il commence à tomber dans les pommes, il est au tapis et bouge plus. Shamrock voit que Stone Cold ne répond plus à l'appel et stoppe le match et donne la victoire à Bret. Il gagne le match, mais Austin n'a jamais abdiqué. Tout un moment. Ouais, puis tu sais, le spot du sharpshooter avec le sang qu'Austin, c'est tellement une image puissante, puis il y a tellement un crescendo, puis un storytelling qui se fait dans ce combat-là que tranquillement, ceux qui ne respectaient pas Austin le respectent parce que non seulement il est capable de suivre Bret dans le ring, mais en plus,
Brett, il va de tactique déloyale. On n'est pas habitué de voir Brett être comme ça parce qu'il est plus un babyface habituellement. Mais puis non, pour vrai, c'est un masterpiece de match, là, honnêtement. Pour tout, la lutte, la technique, le storytelling, tout le développement de caractère dans ce combat-là est génial. Ok, parfait, c'est bon. Non, parce que tu l'as donné ta note, mais je ne vais pas donner tout de suite. On Non, n'a pas non, fini non, encore, non. mais. Non. Shamrock le fait, en fond, après la décision, Brett s'élève un petit peu. Il refuse en fond, il refuse de faire le sharpshooter, d'arrêter la prise. Mm-hmm. Et Shamrock le fait arrêter. Et après une courte célébration, Hitman revient et kick le jeu de Stone Cold à plusieurs reprises. Il veut refaire le sharpshooter, mais Shamrock en a assez. Il le met au sol avec une takedown en prenant par le ventre. Ouais. Ken veut se battre, mais Brett, lui, refuse et s'en va. Et quand il part, plusieurs fans lui tendent la main, mais beaucoup l'envoient promener avec des doigts d'honneur aussi. Parce que Brett aussi, il regarde le bord, puis toi et toi avec. Et après ça, Austin se relève et fait un stunner à Mike Chioda pour un autre bon pop. Il part en boitant et la foule lui montre leur appréciation avec une ovation debout. Et le double turn est exécuté avec un succès monstre et une pièce d'anthologie. Est-ce qu'au départ, c'était voulu qu'il fasse le double turn? Semble que Peut-être non. pas. Non, je pense pas, hein, parce que. En même temps, dans les semaines d'avant, Brett commençait de plus en plus à tourner plus heel. Puis dans le main event, je pense que oui. Puis dans le main event aussi, c'est quand il va frapper Sid dans le main event. Ouais, mais moi, je pense que c'était voulu, mais qu'il pensait pas que c'était pour être si over que ça de shot. Hein. J'aurais pas fait le stunner, par exemple, après ça. Non, moi, je trouve que c'est correct. C'est Austin. Là. Il n'a pas besoin d'aide, Austin, pour ser Non, un heel. non, je sais, mais je sais pas. Je pense que c'est une petite affaire de trop. La seule fois qu'il l'a pas fait, le stunner, c'est à SummerSlam 97, parce qu'il avait le cou cassé, il ne pouvait pas le faire. Là. Mais sinon, personne, l'arbitre, il levait la main, il faisait un stunner après. Là. C'est tout. Ben, pas dans tous ses matchs. Ben, littéralement, là, quand un ref, il dit quoi, le ref disait d'arrêter, ben, il faisait un stunner, oui. il l'envoyait promener avec les doigts d'honneur dans la face. Là. Ouais. Ça, oui. OK. Ouais. Bref. Ouais. Fait que, quoi dire de plus de ce match-là? Pour vrai, là, si par miracle, vous n'avez jamais vu ce match-là, ben, arrêtez ce que vous faites, mettez ça sur pause pour aller le regarder, là, parce que ça va absolument. C'est un ordre. Oh! Puis, évidemment, ben là, sans aucune surprise, 5 sur 5. Ben là, t'as pas 5 pour ce match-là, t'es sérieux, là. Ouais, j'ai 5. C'était mieux, là. Hey, tu t'en allais quasiment me sauter dessus à travers ton écran. Marco Meltzer, là. Hey, TJ Alvarez. Yes, moi le prendre. Oui. Et les deux n'ont pas fini de se battre un contre l'autre, sauf que cette fois-ci, les rôles sont inversés. Et Brett va avoir du backup prochainement se réconciliant avec Owen et le Bulldog. Et bien sûr, par la suite, Jim Neville Neidhart et Brian Pillman vont suivre la famille Hart. Et ça va continuer. Évidemment, c'est pas Brett contre Austin tout le long. Là. Évidemment, ça se transforme en Austin contre Owen Hart. Là. Voilà. Interview time avec Todd Pettengill. T'allais dire quelque chose? Ou... Non, j'allais dire que c'était juste... c'était fou. C'est cool qu'on a eu le privilège d'assister à ça alors qu'on comprenait beaucoup plus la lutte à cette époque-là. Puis c'est à cette heure de le regarder, puis ça fait quoi? 30 ans de ça? Et plus? Ouais. Puis je serais pas gêné de mettre ce match-là à n'importe quel show de lutte qu'on regarde aujourd'hui. Puis puis tu mets ça dans un show d'aujourd'hui, puis tu fais comme... Ça va probablement être le meilleur match du show, là. À part peut-être les combats d'Osprey parce qu'il est supérieur à tout le monde, là, mais sinon... Je savais que ça semblait. En tout cas, so far, so good. On va te donner ça. Exact. Interview time avec Todd Pettengill, Farouk, Salut Vega, Crush et Clarence Pesson et le reste de la chaîne of Domination. Farouk dit que les criminels et les voleurs sortent le soir. Ils sont tous ici à WrestleMania. Ahmed et les Road Warriors vont avoir ce qu'ils méritent. Et si tu penses que j'ai pas le lavabo de cuisine, ben attends de voir ce qui va arriver. Il termine le leader de la nation, Farouk.
Alors, match numéro 6. La Legion of Domination, qui va être représentée par Farouk, Crush, Savio Vega. Il va être accompagné par Clarence Mason, PG-13 et le reste du clan contre Ahmed Johnson, Hawk and Animal et Legion of Doom dans un combat de ruelle de Chicago. Et bien sûr, Ahmed et Farouk sont en guerre depuis juillet 96, avec entre autres un match au Rumble 97. Et les Legion of Doom sont là pour prêter main forte à Ahmed dans sa bataille. Et là, dans deux entrées avec quelque chose de notable dedans, bien évidemment, l'entrée de la Nation avec le rap de PG-13 qui sont écœurants. Le rap est vraiment bon. Et évidemment, dans l'entrée de LOD et Ahmed Johnson, oui, comme on voit sur YouTube, les trois ont des épaulettes d'LOD. Je ne sais pas si tu as entendu l'histoire là-dedans de Ahmed Johnson, les épaulettes d'LOD. Oui, mais je m'en souviens pas. Fait que rafraîchis-moi la mémoire. Qu'ils les a jamais redonné, ils les ont gardés. Ah! En même temps, j'aurais fait pareil, c'est tellement nice. Ah ouais, c'est cool. Puis, je l'ai déjà dit, mais voilà. Évidemment, pour moi... Oui, vas-y. Ah, excuse, je disais, parce que ça la gagne en même temps. J'ai déjà dit, mais pour moi, LOD, c'est la meilleure équipe de tous les temps. Personnellement. Ah, pour vrai? Ouais, pour moi, oui. Beverly's? Tu me niaises, là? Ok, d'accord. C'est une joke, je sais. Là. Ok. Évidemment, c'est un tornado tag match, vu que c'est un combat de rue. Et l'équipe d'Ahmed domine au début avec Johnson qui fait un gros dive sur Crush du ring jusqu'en bas. Impressionnant. Très chaotique. Et le prochain spot digne de mention est un spot paqué quand Animal et Farouk sont sur la table de Raymond et Jean. Et quand Animal fait un marteau pilon sur Farouk, et les deux tombent de la table. La table était petite en crise pour deux gars de cette grosseur-là. Puis voilà. Après ça, il y a Animal qui part un extincteur de feu sur Farouk et un gros nuage de fumée dans l'air. Il y a un gros nuage de fumée qui sort de la tête, tu sauras. Qui sort du dôme, tu sauras. Chochotte! Puis évidemment, ce qui est drôle, slash pas drôle là-dedans, c'est qu'Animal, il avait pris le mauvais extincteur de feu, puis il avait pris un qui était fonctionnel. Puis, tu sais, dans les commentaires, tu entends souvent là, les commentateurs tousser, là, mais c'est vraiment genre, il s'est tout fait pour vrai. Là. Voilà. Et la Nation reprend l'avantage avec Sato qui projette Hawk dans une pancarte de rue. Et après ça, ce même Hawk revient en mettant une poubelle sur la tête de Vega et pour frapper dessus. Après ça, on a un body slam de Johnson sur Farouk sur la table des commentateurs francophones. Et enfin, puis en plus, le peu là-dedans, c'est que la table casse pas. Dans un moment un peu controversé, qui évidemment, la Nation essaie de pendre Ahmed avec un nœud coulant. Ouais, c'est quelque chose qui n'est pas le fun à regarder bien. Hein. Et après ça, on a une double corde à linge de Hawk sur Farouk et Savio. Et après ça, il va aider Johnson. Il utilise le nœud pour Hawk cette fois. Mais ce dernier, quand Farouk va sur la deuxième corde pour donner plus de pression à son étranglement, il fait juste faire tomber Farouk qui tombe deuxième corde jusqu'en bas du ring avec un flat bump. Pas dû faire du bien, celle-là, non. Ben, il s'est blessé. Il n'a pas manqué 2 mois après ça. Il s'est séparé l'épaule. Il était absent 2 mois après ça, Farouk. C'est possible, mais il a lutté pas longtemps après ça. Peut-être un mois après, je pense. Parce qu'il a été blessé. Là. Il était on the shelf. On the shelf. Spinebuster d'Ahmed sur Farouk pendant que Hawk asperge les autres avec l'instincteur pour pas qu'il intervienne. Et la Légion des Dangers place ce Crush en appareil apocalyptique. C'est réussi. Double de Vice. Ahmed fait des Crush en prenant un 2x4 et il rentre ça dans le chest à corde à linge. 1, 2 et 3. Ahmed Johnson et LOD remportent la guerre. Et après le combat, Ahmed fait le coup de la rivière perlée à D'Lo. Et Animal et Ahmed placent JC Ice et Wolf Fidi sur leurs épaules. Et Hawk avec une double line du top qui fait faire des sauts de lune à PG-13, qui a un spot qui était écœurant, qui a eu un très gros pop. Alors le match. Ben, écoute, pour un match de ce style-là, c'était quand même divertissant. Tu sais, c'est pas le meilleur match de lutte ever, mais c'est un Chicago Street Fight, là. Fait que, tu sais, dans le fond, il y avait de l'action, il y avait du pétage de gueule. Fait que pour les gens qui aiment ce match-là, je pense que la foule a quand même apprécié. Pour ce genre de match-là, c'était quand même un bon match, mais c'est rien qui va passer à l'histoire, mais c'était divertissant, on va dire ça comme ça. Le match, quand même, il était pareil comme si c'était vraiment un combat de rue, là. C'était un street fight, là. C'est un bon segment pour ce que c'était.
le seul petit problème que j'ai avec ce match-là, c'est qu'il est placé tout de suite près de Brett contre Austin, qui est pratiquement la même affaire, là, un gros brawl avec plein d'affaires chaotiques qui se passent. Là. Ouais. Moi, c'est ça que j'aurais mis comme opener, moi. Puis j'aurais juste switché ce match-là, puis le match tag team 4-way dans ce spot-là. C'est drôle, moi j'aurais mis Triple H Goldust comme opener. Je sais pas, ce gros-là c'était bon, mais il y avait beaucoup trop de rest hold. En tout cas, ça, tu mets un match de même, un street fight avec plein d'affaires de même, la foule va être sur le bout de leur siège tout le long de la soirée après. Là. Ouais. Ouais, ça dépend toujours de la vision de comment tu vois ça. Mais... En même temps. Ouais, c'est ça. C'est proche. Ça, puis Brett, Austin. Ouais. Ça fait mal à l'autre match d'après, ça, c'est sûr. Mais ça n'enlève pas que je donne à ce match-là 3 et. Ouais. Et ça Ah ouais? Que je donne à ce match-là de 3,5 sur 5. Et si voilà, on va être loin, par exemple. T'as mis 5? Okay. Non, j'ai mis 2. Ah nope. ouais? Ouais, là, je te perds, mon cher. Je te perds tout court. C'est pas la fin. Je t'aime tout court, je te perds dans mon micro. TJ, sors-toi du stream. Parce que t'es disparu. Je suis là. T'es là? Ok, t'es revenu? Je suis là. Qu'est-ce qu'on disait, mon cher? On disait que moi j'ai donné 2 parce que. La note. Ouais, c'est ça. Fait que pour moi, c'était correct. J'ai été diverti, mais pas plus que ça. OK. Puis, dans un monde parfait, ça aurait été le blow-off pour la rivalité qui dure depuis 7 mois, right? Et non! Au pay-per-view dégueulasse, In Your House Cold Day in Hell. Oui, je te regarde dans ça. Du mois de mai, Ahmed va avoir la chance de battre la nation dans un combat gauntlet. Et s'il gagnait le combat au complet, ben, la nation était pour être dissoute. Et il a battu Crush et Savio, mais pas Farouk. Et parlant de Crush et Savio, ben, Farouk les a mis à la porte après leur défaite. Et là, ils se sont retrouvés à former des clans, eux autres mêmes, en étant les leaders. Crush avec les disciples de l'Apocalypse. Et Savio avec les Los Boricuas. Et Farouk va les remplacer par D'Lo Brown, Kama Mustafa et Ahmed Johnson, because it makes sense. Not. Mais oui. Ouais. Et Farouk va aussi renvoyer Clarence Mason, PJ-13 et le reste de la gang. Tandis que les Legion of Domer vont aller en rivalité avec la nouvelle Art Foundation, plus précisément Owen et le Bulldog, pour les ceintures par équipe de la WF. Et qui ne gagneront pas contre le Bulldog et Owen, mais qui, malheureusement pour eux, ils vont gagner au mois d'octobre contre les Godwins. Clarence Mason. Allô? Eh oui, j'ai dit Clarence Mason. Yeah. OK. C'est ça. Pourquoi tu pointes à Clarence Mason de même? Ben, c'est mon pote. Okay. Puis, comme j'ai dit, Lodi va gagner les titres par équipe en octobre contre les Godwins. Ouais. Et après un commercial pour encore le prochain In Your House le 20 avril, Shawn Michaels fait son arrivée avec un bon pop. Évidemment, il ne boite plus le wiper, même s'il était gravement blessé au genou, qu'il aurait pu mettre fin à sa carrière, pauvre petit. Hein? Ben, c'est vrai, c'est dangereux, là, des fois, là, la lutte, là, tu sais. Faut faire attention. Fuck him. Son entrée dure 5 minutes en plus, puis pendant 3 quarts de sa présence, Vince, son commentaire ferme pas sa crise de gueule comme son petit bébé, son petit garçon, son petit préféré, Sean. Là. Puis elle rentre complètement malade. Quoi rajouter? Tu as l'air beaucoup trop émotionnellement investi dans ça. Ben, fuck Shawn Michaels de 97, peut manger un chat. Interview time avec Todd Pettingill et Psycho Sid. Ce soir, quand la noirceur va envahir l'aréna, tous les hommes, femmes et enfants vont avoir peur d'accepter une seule personne. J'ai pas peur de la noirceur. J'ai pas peur de l'Undertaker. Ça va être moi, mon ami, qui va gagner. Dans le jeu qu'on joue, je suis le maître et le régneur de ce monde. Ah, ce bon vieux Sid. Ouais. Attends un peu. Match. Oui. Ok, je faisais des points de Sid pour ceux qui étaient man. Exact. Match numéro 7. Psycho Sid contre l'Undertaker
Pour le championnat de WWF détenu par Sid. Et la rivalité entre Sid et Taker est pas mal une qui ne sont pas nécessairement un contre l'autre tout le temps. C'est pas juste entre eux autres. Je m'explique. Au In Your House Final Four de février, Bret a éliminé Taker pour gagner le Final Four et gagner le titre de champion laissé vacant par le Heartbreak Baby, qui avait une très grande blessure au genou, qui avait des chances de mettre fin à sa carrière. Ben oui. C'est juste parce que Sean ne voulait pas perdre contre Bret à WrestleMania 13 pour il rendre la faveur que Bret lui a donnée l'année d'avant à WrestleMania 12 parce que évidemment Shawn Michaels c'est un bébé là, fait qu'il veut pas. Il a perdu son sourire, c'est pas de sa faute. Là, il a perdu son sourire. Le règne de Hart. Ouais, c'est ça. Il avait dans le cul son sourire. Le règne de Hart a été de courte durée. Et quand il a perdu la ceinture le lendemain à Psycho Sid à Raw, après l'intervention de Stone Cold Steve Austin, comme on avait mentionné un peu tantôt. Et en étant le finaliste du Final Four de la veille, Taker a été nommé aspirant numéro 1 au titre à WrestleMania 13. Et au Raw is War du 17 mars, une semaine avant le PVE de ce soir, Psycho Sid affrontait le Hitman Bret Hart dans un rematch pour le championnat de WWF, mais cette fois-ci dans une cage d'acier. La belle petite cage bleue. Ah oui. Austin est venu aider Bret, parce qu'évidemment, si Bret garde la ceinture, ben Austin un combat de championnat contre Bret à WrestleMania 13 dans le combat de soumission. Et Taker est venu aider Sid pour qu'il puisse garder son combat de championnat, parce que évidemment, si Austin et Bret ils ont un combat de championnat, ben Taker se fait encore fourrer puis ils affrontent juste Sid pour rien. Évidemment, il va aider Sid à gagner le match. Et en bout de ligne, c'est Sid de Saint-Louis qui a gagné le match après que Taker a fermé la porte de la cage sur la tête de Bret pour permettre à Sid de rester champion de la WWF. Alors ce soir, dans l'événement principal de la soirée, ils s'affrontent, Taker et Sid, pour le titre mondial. Oh, et voilà. Ouais. Et pendant qu'ils font ce face-à-face-là, comme on voit sur YouTube, Bret Hart arrive avec un micro à la main pour dire sa façon de penser pendant que Sid et Taker se font face-à-face dans le ring. Puis évidemment, fuck Shawn Michaels là, qui est au commentaire et qui pousse des cracks comme quoi il dit je suis pas surpris que Bret vienne. Il a besoin de prendre de l'attention puis c'est pas lui le main eventer. Dit, hey, et voilà. Il a raison. Quoi? Il dit la vérité puis toi t'es pas capable d'acknowledger la vérité. Non. C'est pas la vérité, c'est lui qui est un hypocrite qui fait comme si son top. En plus, il fait son top parce que Bret l'entend pas puis il est en ring puis lui il est en train de commenter avec Vince, là, son père. Bret il est jaloux de Shawn, c'est ça qui arrive. Oh, fuck off. C'est n'importe quoi. Puis, c'est très riche en venant du Heartbreak Bitch de dire des affaires de même de Bret. Heartbreak Bitch, elle était vraiment bonne celle-là. Ouais, Monsieur Centre de l'Univers qui boude quand ça fait pas son affaire qui va dropper belt, là. Une vraie légende, Shawn Michaels, ouais. Une chance qu'il est revenu en 2002, ce style-là, parce que sinon... Non, mais ça va faire un niaisage, là. Hart dit à Shawn que c'est un faker et qu'il aille prendre sa petite blessure de poussi parce qu'il va donc trouver ton sourire et mettre toutes tes affaires. Le pire, là, asti. Pendant qu'il fait ça, t'as Vince qui est en arrière de Shawn qui dit non, puis qui tient Shawn par les épaules pour qu'il aille dans le ring. Laisse-le tranquille, calice de vieux sénile. Va-t'en. Arrête de crier non. C'est pas ton enfant, Chris. Ah, c'est des calices. Hey, TJ. Ça va-tu? Non, ça m'a fâché de voir ça. Ta gueule, Vince, va-t'en. On sait que tu l'aimes, Shawn, mais arrête de nous enfoncer dans la gorge, esti. Mon Dieu, je sais. Ah. Habituellement, j'ai de quoi dire, mais tu vois, là, non. Il n'y a rien à dire. Je laisse le moment aller. Je te dis, je regarde ça, puis l'eau me bouillait en dedans, là. Ta gueule! Si ça avait été, mettons, Triple H à la place de Bret, est-ce que tu aurais réagi pareil? Si Bret Triple H, c'est la même affaire que Bret avait avec Shawn Michaels, que Shawn est un hypocrite, puis il fait des vaccins dans le dos, je serais pareil aussi, là. Laisse-moi en douter. Je suis pareil aussi, mais en même temps, je sais pas, je peux manger un genre de marde avec. Là. C'est ça. Et voilà. Il fait partie des manigances de Shawn autant que lui. Fait que, regarde, parfait. C'est bon, vas-y. Le squelette sort du placard. Pas pour rien que Dwayne Sarvange était en site avec le booking de WWE parce que Triple H et Shawn, ils n'arrêtaient pas de le bullier quand il était plus jeune. Je veux pas te faire de peine, mais The Rock n'a rien à voir avec le booking de la WWE, puis c'est Triple H qui décide. Hey, il y a ça dans sa petite poche. Il passe pour un héros, là, The Rock, là, mais il décide de rien, puis les idées, c'est pas lui qui les a. Il est juste là pour se faire aller à la bouche, c'est tout. Ben, il fallait le mange patate.
Parce que si je regarde les films qu'il a fait et les rôles qu'il a choisis, c'est certainement pas l'intelligence de choisir une bonne histoire que The Rock a. C'est plus la gueule qu'il fait aller, c'est tout. Puis pour chaque film qu'il fait, il gagne quoi, 50 millions pour le faire? Ouais, mais ça... Le film soit bon. Hey! Ça n'a aucun rapport, là. Les box-office, Tom Cruise, il en fait bien des box-office, puis c'est un acteur à chier, là. Fait que, tu sais... Non, mais toi, c'est ton opinion à toi. C'est pas tout le monde qui trouve qu'il est à chier, Tom Cruise. Hein. C'est vrai. Mais c'est pas tout le monde qui trouve que The Rock est bon. En fait, il n'y a pas grand monde qui trouve que The Rock c'est un bon acteur, à part que c'est Dwayne puis il est impressionnant. C'est tout. Okay. Mais il m'a quand même fait gaspiller 500$ pour être à Night One. Fait que... En effet. S'il aurait fait pareil. Non. Sans The Rock, je vois pas. Bâtard. Non, j'ai jamais. Parce que je l'ai jamais vu. Puis... Ça, c'est comme les fois tu te dis, je jette plus rien. Je jette plus rien. Là, plus tard, je me acheté. Là, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans le main event de cette soirée-là, TJ. Ben oui, j'essaie de continuer, mais c'est toi. Ouais. Et Brett dit à Taker que quand il lui a fermé la porte de la cage d'en face, ça n'a pas seulement juste fermé la porte, mais ça a fermé la porte sur leur amitié. Oh. Il y a des nouvelles règles maintenant entre toi et moi. Puis évidemment, Sean continue à parler tard vers la table des commentateurs quand il sait que Brett l'entend pas. Puis évidemment, il sait pas ce qui se passe. Et un vrai chieux. Tout le monde sait que c'est la ceinture à moi. Et la ceinture est à moi, que tu es une fraude, Sid. Je suis le meilleur qui est, le meilleur qui soit, et le meilleur qui sera jamais. Même si j'aime Brett, j'ai trouvé ça drôle la suite. Là. Sid répond en frappant hard dans la face, puis il fait le powerbomb. Puis là, les officiels arrivent pour faire partir les Hitmen. Et Sid lui dit d'aller en arrière, maudit chialeux. Sid continue à parler quand Taker en a assez et attaque Sid pour débuter les hostilités. Taker est devant au début avec un peu de old school. Sauf que Taker, après ça, charge dans le coin, mais Sid frappe en prise de l'ours. Une manœuvre qui durait pratiquement 2 minutes. Taker réussit à s'en déprendre, mais il se fait mettre dedans tout de suite après. Une botte de Sid propulse Taker en bas de l'arène. Et Sid a échappé Taker sur la barricade pour ensuite le slammer sur la tête des annonceurs espagnols qui ne cassent pas. Arriba! Pour aider leur cause, Sid fait une prise du chameau au Deadman pour se faire taire la foule une fois de plus. Les autres, ils ont le sens du spectacle. Hein? Sid tu sais avec un power slam mais une descente de la cuisse pour un compte de 2. Et Taker avec une corde à linge en sautant comme comeback. Et les deux vont se batailler en bas et un peu dans la foule. Et Taker marque un coup de coude dans le ring. Et Sid y va d'autres prises pour perdre du temps. Une bonne vieille chin lock. Pas longtemps après ça, autour de Taker de faire une prise de repos. Cette fois-ci, la fameuse prise du trapèze. Et les deux se font dans un beau spot. Les deux se font une big boot en même temps pour un double down. Oui. Et ensuite, Sid monte au top. Et pour une raison obscure, Taker se relève en zombie et slam Psycho Sid au tapis. Et ensuite, après une line de la 3 en sautant Taker sur Sid, il fait signe pour le coup de la pierre tombale. Et Sid renverse avec un tombstone lui aussi. Et c'est réussi. Ouais. Il essaie même de compter. Ouais, c'est sûr. Là. Il était. Non, mais. De compter Taker là. Oui. Non, ce que j'allais dire, il était cool, mais il était tellement proche du sol de la façon qu'il l'a fait. Puis, tu sais, il est pas petit non plus. Les deux, c'est pas des petits gars. Là, fait que la façon qu'il l'a fait, j'ai comme fait un petit genre. Oh, t'as bon. Ben, voilà. Pas supposé d'arriver, ça. Non. Ouais. Fait après ça, évidemment, il essaie même de le compter comme en croisant les bras et mettant les mains sur le chest. Sauf que c'est un compte de 2. Et ça marche. Après ça, les deux sont en bas du ring quand Brett revient et frappe Sid dans le dos avec une chaise à 2 reprises. Mm-hmm. Et dans le ring, Taker met le grappin sur Sid et le choke slam. 1, 2. Et non, c'est pas terminé. Sid kick out. Et Sid revient et place Taker en powerbomb quand Hart est encore là et sur les prunes. Sid va à sa rencontre et le Hitman tombe en bas dans la tête de Sid, ce qui fait un stun gun évidemment sur le cinglé. Et tout droit dans les mains de Taker. Tombstone. 1, 2, 3. Deadman est couronné champion de la WWF et porte sa fiche à 6-0 à la vitrine des Immortels. Ouais, puis ça faisait 5 ans que Undertaker n'avait pas mis la main sur un titre mondial de la WWF à l'époque. Depuis 91. Ouais, exact.
il avait battu un certain Hulk Hogan. Oui, avec l'aide d'une chaise et de c'est Ric Flair, ouais, c'est ça. Oui, Ric Flair, ouais. Et Taker célèbre sa victoire avec son move de mettre un genou à terre avec la langue qui sort. Mm-hmm. Puis il continue pendant quelques temps au son de son thème d'entrée. C'est comme ça que WrestleMania 13 se conclut. Regarde, un main event bien ordinaire avec un peu trop de temps mort. Là. Puis pauvre Taker, il fallait qu'il carry un peu Sid. Puis c'est pas le meilleur gars pour faire ça non plus. Là, non. Puis celui qui a décidé de donner 20 minutes à un combat de Sid, je sais pas quoi qu'il a pensé. Puis deux, j'espère que c'est la dernière décision importante qu'il a prise dans sa carrière. Puis c'est une belle façon de terminer là, malheureusement. Ouais, j'avoue que le match est un petit peu trop long, mais c'est parce qu'il n'y avait rien de. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de temps mort, puis beaucoup de. Tu sais, en même temps, c'est ça. Deux gars de presque 7 pieds, tu peux pas faire grand-chose avec ça. 6 pieds 5, en fait. Fait que c'est ça. Non, c'est quand même un main event. C'était cool pour le développement de la storyline de Brett. C'était cool pour que Undertaker regagne la ceinture. Puis c'était quand même le fun de voir Sid champion. Pour ceux qui ont moins suivi le parcours de Sid, évidemment, on avait fait sa bio à Sid, mais je veux dire, ça a quand même été un champion de WWE, puis ça, on ne peut pas y enlever. Là, il était over. En effet. Fait que ce match-là, je donne la note de 1,4 sur 5. Oh, wow. J'ai donné 2. Donné 2 pour la fin du match, puis le développement de la storyline. Ouais, ok. Mais c'est vrai que c'était pas un match extraordinaire. J'ai pas tout cassé. Et Taker va rester champion de la WWF jusqu'en août à SummerSlam quand il va perdre le titre contre, bien sûr, Bret Hart. Tandis que Sid lui va être de moins en moins poussé. Et après King of the Ring, la même année, ben, il va quitter la fédération pratiquement pour de bon. Il va retourner à la WCW l'année suivante. Ouais. Ben, enfin, 2 ans après. Alors voilà, c'est ce qui conclut WrestleMania 13. Mais avant de conclure, évidemment, avant qu'il soit dans le rétroviseur, il faut dire cette soirée, le pire match est évidemment la note. Fait que je pense qu'on va être égal pour le match of the night, hein, à moins d'un règlement de situation qui ne ferait pas de sens. Et si, ouais, non. Je peux pas, ben là. J'aime bien ça mettre la marde, mais je peux pas dans ce cas-là. Bret contre Austin pour les deux. Parfait. Alors, le pire match, par contre, je pense qu'on va peut-être être différent, celle-là, si je me fie à tes notes. Ouais, moi, mon pire match. Contre Taker, vas-y. Tu vois quoi? Sid contre Taker, c'est ton pire match? Ouais. OK. T'es rough, mais OK. OK, moi, je vois avec le premier match, Headbangers, New Blackjack, le match par équipe. OK. T'as donné quoi ce match-là? T'avais donné moins que 2? Ouais, j'ai donné 1 et 3/4. OK. Ouais, fait que ça n'a pas battu de beaucoup les autres matchs comme Sid et l'autre. Non, mais c'était pas mal. Les matchs étaient tous pas mal proches, à part Hemsley, Goldust puis Brett contre. Fait que t'avais donné combien à Ahmed, tout ça, contre la National Nation? J'avais donné 2. La même affaire que le main event. Ouais. Mais c'est parce que c'est pas le même genre de match. Ouais, je comprends. Là, mais au moins, il y avait de l'action. Moi, dans le combat 3 contre 3, il n'y avait pas d'action là-dedans. Ouais, mais moi, la storyline puis la fin de match, a beaucoup. Moi, c'est un package pour moi. D'accord. Et le package du show complet. Attends un peu. Là. Mange pas. Ouais. Fait que voilà, ben, il manque juste la note du show. Fait que tu veux y aller en premier, vas-y. Ouais, je vais donner la note à WrestleMania 13 de 6 sur 10. Et je vais donner à WrestleMania 13 la note de 5.5 sur 10. Parfait. Il y a genre 2.5 que c'est Bret contre Austin tout court. Ouais, mais ouais. Ça a sauvé beaucoup ce show-là, évidemment. Sinon, on aurait dit un Go in Your House. Ouais, c'est exactement ça. Mais il est quand même meilleur que bien des shows qu'on a écoutés. Oui, bien sûr. En partant à WrestleMania, c'est
un peu plus de parti pris pour ça parce que c'est le plus gros show de l'année. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. On est proche quand même. Fait que là, officiellement, il est dans le rétroviseur. On a fini ce show-là. On le fera plus jamais. C'est terminé. Ouais, on n'en parlera plus jamais. 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 On va parler par contre, c'est nos prochains rendez-vous. Avec la semaine prochaine, un rendez-vous que je pense que Marco va être content de faire. Oh oui, on va parler un podcast entier sur les Hasbro. Les Hasbro qu'on a, l'histoire des Hasbro, les différents green card, yellow card, toutes ces affaires-là, comment que tout ça a commencé, la série de jouets, les années, les prix, ce qui nous manque, ce qu'on a, ce qu'on n'aura jamais. Plein de choses comme ça qu'on va jaser pour les Hasbro. C'est Loki, là, c'est un de mes. Pas le lutteur Loki, là, mais c'est un des thumbnails préférés que j'ai fait. Ouais, il est cool. T'en as quand même plusieurs à ton actif. C'est gentil, merci beaucoup, j'apprécie. Ben, tu vois, c'est ça l'affaire avec moi, c'est que moi, je suis capable de t'en donner, toi, tu m'en donnes jamais. Je t'en donne souvent. Juste que je ne veux pas qu'il y ait la caméra qui roule. C'est ça, puis tu sais, en tout cas, je veux pas braguer, mais... Ok, je braguerai pas. Non, j'embarque pas là-dedans. Parfait. Et manquez pas ce mardi. Ah bah quoi? J'allais dire, ton annonce de la fin, j'ai vu le thumbnail puis j'ai réalisé pourquoi que t'étais content. Yes! Attends, pas de suite. Alors, je sais. Et manquez pas ce mardi. Et oui, une entrevue avec Raymond Rougeau à travers la table. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ça va être live, en direct, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Twitch, espérant que tout le réseau fonctionne pour que ça nous donne un des meilleurs à travers la table, probablement, qu'on a eu depuis le début. Donc, Raymond Rougeau va être avec nous autres en bonne compagnie. On est chanceux. On est chanceux. Tu sais, je ne suis pas starstruck dans la vie, mais il y a des personnes que j'aime recevoir, puis que juste les entendre parler. Tu sais, moi, juste être là, Raymond pourrait me parler 1 heure, je ne dirais pas un mot, puis je serais déjà aux anges. Ce serait tout oui. Exact. Fait que voilà ce qui conclut le podcast d'aujourd'hui. Mais avant de vous quitter, messieurs, je vous annonce en grande primeur et avec tout un honneur, moi étant un de ses plus grands fans, on est prêt pour le prochain tournoi interactif sur les réseaux sociaux X et Facebook et Instagram. Et ça va être quoi, Marco? Triple H. Ça va être quoi, Marco, comme sujet? Un tournoi sur Triple H? Ah non. C'est pas ça? OK. On va voter pour votre match favori de Bret Hart à partir de demain. C'est ça, mon cher TJ, demain? Parfait. Oui, exactement. Donc, à partir de demain, vous allez voter sur Facebook, Instagram et X pour le meilleur match. On va vous donner des matchs. Donc, le meilleur match de Bret Hart. Puis, évidemment, comme chaque tournoi a ses controverses, on va probablement entendre du monde dire « Comment ça, ce match-là, il n'était pas là? » Mais là, je vous le dis tout de suite, si vous avez des pierres à lancer, c'est directement à TJ. Moi, j'ai rien à voir avec Bret Hart. C'est vrai, l'éditeur avec du talent, lui, il n'a pas rapport avec ça. Si vous perdez votre sourire, c'est TJ qui va s'en occuper. Allez demander à Sean, il est à San Antonio, son sourire, apparemment. Fait que voilà, manquez pas ça, évidemment. Mardi, Raymond Rougeau. Dimanche prochain, les Hasbro. Et pour commencer la semaine, demain, le tournoi de Bret Hart commence. Fait que voilà, c'est les prochaines semaines qui s'annoncent au podcast. Parfait. Fait que merci TJ. De quoi rajouter, Marco, pour la fin du podcast ou j'ai-tu de quoi rajouter? Non. Continuez de nous écouter. Une annonce, quelque chose? Non? Merci d'être là. J'ai pas d'annonce spéciale. J'ai rien qui s'en vient spécial, mais continuez de nous écouter. Puis si on peut un peu parler pour vu qu'on parle de commentateurs puis de Raymond Rougeau qui s'en vient, ben suivez-nous sur TBC Basse-Lièvre sur YouTube parce que les gars-là de la GPW sont là, puis c'est TJ et moi-même qui commandent. Donc, on a bien du fun à faire ça. Fait que venez nous suivre, puis laissez vos commentaires, un petit like, puis partagez ça. C'est toujours le fun. Yes! Fait que merci beaucoup, Marco, d'avoir été là aujourd'hui. Merci, TJ. Yes, sir.
Ça fait plaisir. On vous revoit demain sur les réseaux sociaux, puis on vous revoit mardi pour Raymond Rougeau. Mais d'ici là, mesdames, messieurs, n'oubliez pas, Arriba!